Ça tourne? On me voit là? C'est bon? Je suis dans la caméra. Allez! Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Happy Hour, le podcast qu'on écoute avec une bière à la main, si possible. Mais avec modération toujours, évidemment. Bonjour à tous. Bonjour! Alors ce soir, on retrouve la fine équipe d'habitude. Jean-Victor, Marc, Alexandre. Et on accueille... J'ai pas été très galant, je finis, mais on accueille Estelle. Salut. Journaliste à Silence Moteur Action. C'est ça, exactement. Très bien. Et ravi d'être là. Bon, on est très content de t'accueillir. Encore quelqu'un qui aime le cinéma parmi nous, c'est incroyable, dis donc. Ouais. Dis donc, décidément, quel c'est hasard. fou. C'est fou. Mon Dieu. Okay, on va parler de cinéma pour commencer. On va se lancer dans différents sujets. Quels vont être les sujets du jour, Mathieu? Avant, on voulait vous faire une petite remarque. Marc, si tu voulais bien nous préciser. Ouais, on s'est dit qu'on voulait améliorer un peu tout ça et voir prendre un peu la température, voir ce que vous pensiez de ce podcast. Il était trop long, trop court, trop riche, nul, si on picole trop ou si vous voulez nous offrir des bières ou pas du tout. Enfin, bref, on a rédigé un petit questionnaire dont le lien sera sur YouTube, sur le site, et on va essayer de le mettre un peu dans la description. Alors, un peu pour partout. ceux qui nous écoutent depuis 10 heures, le site c'est cloneweb.net si vous nous rejoignez depuis 10 heures. Et puis voilà, ça prend vraiment 2 petites minutes, il y a des cases à cocher, ça va vraiment très vite. Et puis nous, ça nous permettra un peu de savoir comment améliorer tout ça et faire encore mieux la prochaine fois. Wow. Tout à fait. Et en attendant, on va se lancer dans ce numéro de septembre. On va du coup vous donner, petite amélioration, le programme dès à présent. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Jean-Victor va nous parler de l'Étrange Festival. Tout à fait. Auquel ils seront chaque année pour s'enfermer au Forum des Images. Oui. On reviendra avec Estelle sur l'exposition Caro Jeunet, qui a ouvert il y a quelques jours à Paris. On parlera avec Marc du comics Superman. Superman American Alien, écrit par Max Landis. Exactement. On rebondira sur la bande dessinée Nestor Burma. Encore. Et puis, comme l'enchaînement est assez logique, Guild Wars 2. Oui, des jeux vidéo. Path of Fire. J'ai même pas besoin de dire qui va parler jeux vidéo ici. Si vous nous écoutez, vous le savez. On parlera aussi de Mario et les lapins crétins. Exactement. Marc se fait un plaisir. Et oui, des effets sonores dans cette émission. On a investi. Ça va être très long. On a une boîte à meux, ça va être On vous parlera, on a eu la chance de voir Kingsman 2 en avant-première. Le film sort très bientôt, mais on pourra vous faire un retour assez complet dessus. On vous parlera aussi de la série documentaire Vietnam, autre ambiance. J'ai compris la Syrie. La Syrie. Écoute, c'est pas si éloigné que ça en fait. C'est vrai. Ouais. Justement, j'argumenterai là-dessus. Et puis on finira, comme il se veut, en musique avec le nouvel album de Star Sailor. Exactement. Par Alexandre Loos. Exactement. Là, roulement de tambour. C'est beau. On est parti. Cette année, c'était encore l'Étrange Festival. Et oui, tout à fait. 23e édition de cette manifestation qui réunit tous les ans au mois de septembre, début septembre, au Forum des Images, tous les cinéphiles un petit peu bizarres qui aiment voir des trucs un petit peu étranges. L'un des meilleurs rendez-vous de France, quand même. Oui, moi je pense même que c'est le meilleur, mais ça n'engage que moi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Étrange Festival, ça a 25 ans. C'est la 23e édition parce que pendant 2 ans, ils ont dû s'abstenir à cause des travaux au Forum des Images en plein milieu de Paris. Et c'est une manifestation où pendant 10 jours, on essaie de voir les films les plus étranges, ce qui sort un petit peu des sentiers battus. L'objectif, c'est pas... Alors c'est un festival de genre évidemment, vous pouvez voir des films d'horreur, vous pouvez voir des films fantastiques, vous pouvez voir des films qui sortent des sentiers battus. Et voilà, l'objectif c'est vraiment d'alimenter sa curiosité et de voir ce qui ne passe pas dans les circuits classiques, aussi bien en salle que en VOD, que sur Netflix, machin, même s'il y a de plus en plus de films qui passent par ces festivals-là et qui arrivent notamment sur Netflix. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit résumé des 4-5 films à retenir de cette édition, et évidemment de parler de films que vous pourrez voir, parce que c'est aussi un festival qui aime bien montrer des trucs un peu rares, qu'on ne revoit pas souvent, et c'est vraiment l'occasion de découvrir des perles. Pour vous donner une idée, on peut voir absolument tout dans ce festival. On peut aussi bien voir le dernier film gore anglais hyper bourrin qui sortira 6 mois après. On peut voir un drame norvégien, lettonien. Cette année, j'ai vu un film de Lettonie. Je me suis posé la question, est-ce que c'était... Non, c'était pourri. Mais est-ce que c'était le premier film que je voyais de Lettonie? J'ai pas envie d'en... C'était pas l'Étrange qui avait eu le documentaire de Ron Fricke? Oui, il y avait eu Samsara de Ron Fricke. Tous les ans, il y a une séance Retour de Flamme où en fait le président de l'association Lobster, qui est une association de restauration de films, présente le dernier film qu'ils ont réussi à ressortir. Alors à chaque fois l'histoire, rien que l'histoire avec laquelle ils ont réussi à retrouver des films, c'est incroyable. Et en plus, ils restaurent souvent des perles. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils les montent toujours dans les conditions d'époque. C'est-à-dire que si c'est un film muet avec de la musique au piano, le mec se met au piano devant l'écran. Une fois, ils avaient fait une séance qui était sur Winsor McCay, qui est un des pionniers du cinéma d'animation bien avant Walt Disney.
Et en fait, Winsor McKay, quand il faisait des projections, il faisait un spectacle. C'est-à-dire qu'il était devant son écran, machin, et ils nous l'ont fait dans ces conditions-là. À l'Étrange Festival, vous pouvez voir aussi, il y a quelques années, on avait une rétrospective d'un cinéaste expérimental porno. Ça nous a donné des séances très sympathiques, très rigolotes. Enfin voilà, vous pouvez voir tout dans ce festival. Et du coup, je vous ai ramené le petit florilège des films à noter dans vos agendas. Cette année, alors, le plus évident, parce que vous pourrez le voir très bientôt, c'est Thelma de Joachim, je vais peut-être écorcher son nom, Joachim Trier. Monsieur qui avait fait Oslo au 31 août et qui avait fait Louder Than Bombs, je dis pas de bêtises. Thelma, c'est l'histoire d'une adolescente qui quitte le nid familial, qui arrive à l'université en Norvège et qui est soumise forcément à la poussée d'hormones et à la découverte de sexualité, etc. et au passage à l'âge adulte toujours un petit peu compliqué. Ce qui lui provoque de faire des crises et de tomber dans les pommes un petit peu n'importe comment. Et en fait, il y a un mystère autour d'elle, on ne sait pas trop, on sait que ses parents sont un petit peu trop sur son dos, etc. Mais on découvre au fur et à mesure que c'est pas juste le passage à l'âge adulte et qu'il y a d'autres choses derrière. Le film sort au mois de novembre, donc vous pourrez le voir très rapidement et c'est une très bonne surprise parce que certains l'ont comparé à Grave dans cette idée de parler de cette période-là en l'inscrivant dans une lignée fantastique. Il y a de ça, mais c'est beaucoup plus gracieux. C'est un film qui est très doux, même. Alors, c'est un film qui est très froid aussi. Hein. On est en Norvège et ça se sent dans la réalisation. C'est que vraiment tout est hyper glacial, hyper machin. Mais c'est un film qui est très joli et c'est un beau portrait. Bon, ça c'est pour les films les plus classiques parce qu'après on va voir je vais vous parler de films un petit peu chelous. Le premier film qui était vraiment la surprise qu'on n'a pas vu venir parce que Joachim Trier c'est quand même quelqu'un qui est réputé. Le premier film à noter dans les découvertes, c'est évidemment, j'ai oublié le nom, Ugly Nasty People, qui est un film italien avec le comédien principal de on l'appelle Gigrobot en français. Gigrobot. Oui, On l'appelle Gigrobot. Dont on avait parlé. Et en fait, c'est le film qui vient après Gigrobot confirmer que l'Italie est en train d'avoir un nouvel essor dans son cinéma de genre populaire. L'histoire, elle est très simple, c'est une bande de freaks. Donc c'est un cul-de-jatte, une bimbo atomique qui a pas de bras, un nain gangsta et un espèce de rastaman complètement débile et complètement camé H24 qui font des braquages. Il se trouve que malheureusement ils ont des plans les uns contre les autres et évidemment il y a le plus gros braquage qui va partir complètement en sucette. Et c'est un film qui est vraiment dirigé par une espèce d'énergie un peu furieuse, ça va à 500 à l'heure et le film est à l'image de ses personnages, c'est vraiment un film de sale gosse. Ce qui est terrible, c'est que le film parle évidemment du regard que la société a sur ces gens-là, mais en fait, entre eux, ils sont encore pires. C'est vraiment l'homme est un loup pour l'homme, bah là, c'est décuplé. Et c'est un de ces films vraiment qui a su faire marrer toute la salle et en même temps l'embarquer dans un espèce de gros roller coaster. Et sinon, donc les deux autres à retenir. Le premier, qui moi personnellement, mon coup de cœur, ça s'appelle Ni juge ni soumise. C'est un documentaire fait par les créateurs de Striptease, la fameuse émission qui passait sur France 3. Et en fait, ils ont repris un sujet qu'ils avaient eu dans un de leurs numéros, à savoir une juge d'instruction qui habite à Bruxelles, dont le quotidien est de traiter avec des cambrioleurs, des agresseurs, des assassins. Et qui, donc, en fait, ils l'ont suivi pendant 3 ans. Et avec en parallèle son quotidien, donc toutes les rencontres qu'elle a à faire avec des clients qui sont plus psychopathes les uns que les autres. Elle est incroyable parce que c'est une nana qui a un tempérament d'enfer, qui se dégonfle jamais et qui limite leur fait perdre leurs moyens au type, alors qu'en face les mecs assassiné 3 personnes et elle est blanc en neige, mais c'est elle qui leur fait peur, donc c'est assez fou. Il y a l'accent belge puissance 1000, donc moi déjà ça me parle, je sais que ça parlera à 2 personnes aussi. Et en fait il y a une enquête en fil rouge où elle ressort une affaire qui a eu lieu il y a 20 ans sur l'assassinat de 2 prostituées, et avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, en fait elle essaie enfin de trouver le tueur de cette affaire-là, sachant que c'est un truc qui lui tient vraiment à cœur. Donc c'est un film devant lequel on perd un peu fou en l'humanité, je vous le cache pas. Il y a notamment une scène où une nana lui raconte très calmement, une nana en plus qui ressemble à Madame Tout-le-Monde, qui lui raconte très calmement comment elle a assassiné son fils parce qu'elle pense que c'est le fils de Satan. Et à la fin de cette scène-là, elle fait un regard caméra qui est très drôle en plus, parce que c'est à droite de l'image, il y a la nana qui regarde la caméra, et à gauche, il y a la juge d'instruction qui est en train d'écrire sur son ordinateur ce que la nana lui dit. Et si vous voyez le dernier plan de Psychose, avec Norman Bates qui fixe la caméra et qui te fige le sang, et ben là c'est la même chose en vrai. Donc si vous n'avez pas vu Psychose... Merci. Et ben là, il y a un plan avec un monsieur qui fait peur. Et enfin, donc voilà, Ni juge ni soumis, ça sortira en salle au mois de février. Et pour finir, le moment what the fuck de ce festival et le moment what the fuck de l'année, je pense. C'est un film qui avait déjà fait des ravages à Sundance. Ça s'appelle Kuzo. Kuzo en japonais, ça veut dire merde. C'est tout trouvé. C'est un espèce de film à sketch complètement absurde qui met en exergue la putréfaction, le caca.
tous les déchets possibles et imaginables. Et en fait, alors, théoriquement, en principe, il t'explique que c'est pendant un espèce de tremblement de terre à Los Angeles dans lequel on suit des gens qui ont très très peu de moyens et qui tentent de survivre à ça. Pour avoir vu le film, j'ai pas eu le tremblement de terre. Je sais pas à quel moment ils ont pitché ce truc-là. Il faut savoir que c'est un film notamment, c'est un espèce de collectif d'artistes à Los Angeles qui a fait ça. Il y a notamment Aphex Twin. Comme Fauve. Aphex Twin, c'est un peu les fauves de Los Angeles, peut-être, je sais pas, ils sont un peu plus violents. Et en gros, voilà, c'est une collection de sketchs absolument tous plus immondes les uns que les autres. Par exemple, à un moment, il y a un type qui a une phobie des seins, des poitrines féminines, et qui, pour régler ça, va dans une clinique très bizarre où en fait, il doit boire le jus d'un verre qui vit dans le rectum du docteur. Voilà, ça ressemble à un film de James Franco. On est en train de perdre c'est dégueu. Mais je ne comprends pas comment est-ce que tu peux te soigner de ta phobie des seins en buvant un verre. Écoute, on est au cinéma, tout est possible. Je vous rappelle que ce podcast se fait en mangeant et en buvant. Voilà, exactement, bon appétit. Et il y a une scène aussi un peu incroyable où il y a un couple black qui vit dans une banlieue et qui évidemment a plein de pustules sur la tronche comme tous les personnages du film parce que sinon c'est pas drôle. Et en fait, mademoiselle a un pansement sur le coup, et d'un seul coup, monsieur se rend compte qu'il y a une troisième voix qui parle dans la salle, et il se dit, il y a un problème, tu me caches un mec, il est dans le placard, machin, etc. Et là, la dame retire son pansement, et en fait, elle a une espèce d'excroissance ultra purulente qui est devenue un véritable personnage, une espèce de gremlins dégueulasse collé à son cou. Là, ça a l'air sympa. Et qui lui dit, viens, vas-y, sors ton bazar, je vais te sucer. Donc, on assiste à cette scène-là, il ne le cache rien, évidemment. Mais et voilà, et c'est un de ces moments où tu es où t'as quand même 500 personnes dans la salle qui regardent ce truc-là en se disant mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Moi, par exemple, je pense que si ma mère me voyait regarder ça, je me ferais déshériter tout de suite. Elle nous écoute, on l'embrasse. Mais en fait, alors, le film s'est fait massacrer au festival. Moi, je l'ai vu l'avant-dernier jour, tout le monde m'a dit, tu vois, c'est une horreur. Je connais plein de gens qui sont partis au bout de 20 minutes. Et alors, je doute de ma santé mentale maintenant, mais moi, j'ai trouvé ça très drôle, en fait. Je trouve ça assez fascinant. C'est le genre de film où tu te dis, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Comment est-ce qu'on peut aller jusque-là? Et en même temps, ça va tellement loin, c'est tellement sans gêne, c'est-à-dire que c'est assumé de bout en bout et c'est vraiment flingué du bulbe de bout en bout que personnellement j'ai trouvé ça assez fascinant. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est disponible sur internet, sur une plateforme américaine qui s'appelle Shudder, qui est spécialisée dans les films d'horreur et qui propose le film sur sa plateforme. Donc c'est un espèce de Netflix du film d'horreur et je crois que c'est accessible en Europe. Donc si vous voulez voir Kuzo, vous pouvez aller sur shudder.com. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de regarder. On vous mettra la bande-annonce. Ça donne pas forcément envie. Hein. On vous mettra la bande-annonce en description pour aller voir les quelques images. Voilà. Honnêtement, ça plaira à 5 personnes sur Terre, j'en fais partie. Mais c'est vraiment, pour le coup, c'est du cinéma extrême. Et par exemple, voilà, si les gens pensent que Mother est un espèce de sommet de transgression, bah, je pense qu'ils vont perdre tous leurs moyens dans Kuzo parce que ça va 150 milliards de fois plus loin, sans avoir la prétention de parler de Dieu et de la mer et de notre père. Voilà. Et toi, Estelle, tu as été à l'Étrange Festival déjà? Non, j'ai été au Festival de Deauville et c'était, je crois, pendant la... Ouais, c'est le dilemme chaque année. À peu près. Il y avait quelques films en... Nous aussi, on se sépare généralement avec Alexandre, on se fait une petite virée à Deauville. Bah, t'as dû voir Sweet Virginia? Oui, que je retiens qu'à moitié parce qu'il était vraiment pas fou. Qui était aussi à l'Étrange. Voilà. Et il y avait... Thelma était pas à Deauville? Non. Il y avait un autre qui était à Deauville. Mais bon, bref. Oui, ils partagent tous les ans 2-3 films. Voilà. Ainsi qu'à Venise, il y avait dans les gros titres de l'Étrange Festival cette année, il y avait notamment Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico, qui est un réalisateur un peu culte de court-métrage qui est passé enfin en long et qui était passé juste à Venise avant et qui a atterri à l'Étrange Festival notamment. Donc voilà. Quoi, l'Étrange Festival, c'est assez éclectique pour qu'on trouve chacun son petit plaisir. Et voilà, et donc non, vraiment... Notez, c'est début septembre et si vous voulez avoir des choses qui sortent des sentiers battus, qui sortent de ce que vous avez l'habitude de voir, c'est vraiment le genre de manifestation au même titre que le PIF qui a lieu en fin novembre ou que les festivals de cinéma coréen, etc. C'est vraiment des moyens de voir autre chose. Et même si parfois c'est un petit peu déconcertant, c'est toujours très intéressant. Il y a un palmarès ou... Oui, tout à fait. Merci de me rappeler. Oui, il y a un palmarès. En plus, c'est un palmarès en partenariat avec Canal+, qui fait que les films seront diffusés sur Canal+. Et les deux gagnants cette année, alors le gagnant du prix du public, c'était Les Bonnes Manières, qui est un film... c'est compliqué d'en parler. C'est une coproduction brésilo-française sur une femme enceinte qui prend une bonne chez elle dans la banlieue un petit peu luxueuse de Sao Paulo, et en fait l'assistante, on va dire, se rend compte que cette femme enceinte fait des trucs bizarres la nuit.
Et je peux pas en dire plus parce que sinon je spoil tout le film. Et c'est un film en 2 parties en plus, machin. Et le grand gagnant du prix du jury, c'était La Lune de Jupiter, qui est passé à Cannes, donc le film de Cornel Montonxo. Il paraît que la mise en scène est géniale. Enfin, il paraît que c'est complètement dingue. Le film de super-héros. On n'avait pas parlé en plus d'Europe de l'Est. On en avait parlé cet été. Film de super-héros, c'est un grand mot, mais ouais, non, un sujet sur les autres formes de super-héros. C'est juste pour resituer auprès des gens, c'est l'histoire d'un immigré en Hongrie, je crois, qui se fait abattre au début du film et qui se ressuscite et vole. Et en fait, les gens commencent à péter un câble parce que le type vole. C'est un film autant sur les migrants qu'un film, c'est un film vrai politique, film de super-héros avec une forme avec une réalisation vraiment forte. Et en fait, c'est ça le truc, ce qui fait péter un câble aux gens qui le voient, c'est que quand ils volent, en fait, la caméra elle suit en plan séquence, tourne autour et tu vois pas de fond vert. Il paraît que Will Smith a bien kiffé à Cannes. Voilà, c'est le film préféré de Will Smith à Cannes. Pour ce que ça vaut, Donc ça peut être marqué sur l'affiche. Non, Oh yeah. C'est pas terrible. C'est intéressant, mais c'est pas terrible. Bref. Et voilà. Et puisqu'on parlait d'étranges festivals et de cinéma de genre, oui, parce qu'au festival et d'événements français, n'est-ce pas? Juste pour finir et t'aider et te tendre la perche, il y a toujours des cartes blanches. Et cette année, la carte blanche à l'étrange festival, c'était à Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Et Estelle, tu voulais nous en parler de Exactement, l'exposition ouais. Caro Jeunet. Donc en ce moment, il y a une exposition à la Halle Saint-Pierre à Paris. Donc c'est juste à côté de Montmartre, en gros. C'est à Montmartre, c'est au pied de Sacré-Cœur. Donc voilà, donc l'expo Caro Jeunet, donc l'entrée est à 9 € et elle donne accès à une autre exposition qui est... qui n'a absolument aucun rapport. Voilà, ça n'a pas de rapport et c'est vraiment pas génial non plus, je sais pas si toi... J'y suis même pas monté. C'est sur quoi l'exposition ? C'est de l'art très contemporain, c'est très... Voilà, faut connaître, enfin, c'est spécial, après je respecte, mais c'est vraiment particulier. Bref, retournons sur Caro Jeunet. Donc déjà le rapport qualité-prix est pas terrible parce que l'expo est toute petite. Est-ce qu'on rappellerait pas qui est Jeunet et Marc Caro? Caro Jeunet, c'est ce tandem de réalisateurs français qui nous a sorti dans les années 90 Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus. Et différents courts-métrages. Non, alors attention, d'abord à deux et après je peux le faire dans l'ordre s'il vous plaît. Je suis un newbie moi là-dessus, désolé. Mais tu voulais peut-être les présenter, Estelle. Ah non, mais vas-y, t'étais bien parti, mais je peux... Mais ils avaient fait pas mal de courts-métrages aussi. Un des trucs intéressants, on y reviendra, mais c'est qu'ils abordent aussi ces courts-métrages dans l'exposition. Oui. Et après, ils ont splitté pour faire chacun de leurs des chefs-d'œuvre. Des films. Amélie Poulain, Alien Résurrection... Un long dimanche de fiançailles, etc. Et Dante 01 pour Caro. Caro nous avait sorti Dante 01. Et ils ont décidé de se retrouver comme des bons vieux potes pour faire une exposition ensemble sur toutes leurs œuvres communes ou séparées. Voilà. Donc, ce que j'ai directement pensé, c'est que l'espace est assez petit et c'est hyper mal pensé. C'est-à-dire que tu rentres dans la pièce. En fait, c'est une seule grande pièce et tu as des espèces de petits espaces mis en film. Mis par film et ça fait pas comme un espèce de parcours que tu suis, en gros tu peux aller n'importe où, n'importe quand, tu te perds, tu passes 40 fois au même endroit parce que c'est vraiment mal foutu, le concept est mal fait, quoi. C'est très mal pensé. Après à l'intérieur même t'as pas des masses d'explications. Moi je suis pas une grande fan à la base de Caro Jeunet, voilà, j'ai vu Délicatessen et surtout La Cité des Enfants Perdus récemment. Et voilà, j'aurais bien aimé avoir plus d'explications sur leurs inspirations, sur leurs rencontres, sur vraiment comment ils ont l'habitude de travailler ensemble, sur tout. Et il y a très peu d'explications, en fait. On te vend pas mal de costumes, de bricoles, par exemple pour Amélie Poulain. On te met le nain de jardin que le père d'Amélie photographie partout. Ouais, tu vois ça, c'est bien. Mais tu restes une seconde devant et après t'as envie de faire demi-tour et d'aller ailleurs. C'est-à-dire qu'en termes d'accessoires et de costumes, il y a des choses très intéressantes, ou même de maquillage, de choses de prépa, il y a des écrans qui rediffusent des courts-métrages, etc. Mais comme c'est vraiment une pièce ronde, et effectivement, du coup, c'est un peu comme comme une espèce de camembert en fait. Comme une espèce de camembert. Chaque camembert. Quoi ? Ouais. Non mais c'est ça. Mais c'est vrai, camembert, le graphique, tu vois, la forme, pas le fromage. Chaque c'est que le graphique est inspiré du fromage. Oui, enfin, tu vois ce que. Mon Dieu. On vient d'ouvrir une vanne, les portes de l'enfer. Et en fait, du coup, chaque camembert concerne un univers ou un film. Et effectivement, il n'y a aucune direction et il n'y a pas de complément vraiment d'information. C'est plus une exposition à destination des fans, du coup. Des gens qui aiment le cinéma. Est-ce qu'il n'y a pas des accessoires de fou, par exemple, je sais pas, dans un truc. Il y a quand même quelques trucs qui sont assez intéressants. Notamment au niveau des costumes, il y a pas mal d'essais de costumes, donc tu vois un peu les dessins. Sur un long dimanche de fiançailles, c'est pas mal. Ouais. Et puis tu vois des dessins de costumes avec les différentes matières et tout ça, c'est pas mal, mais je veux dire ça passe. Enfin, c'est pas. Non, mais le problème c'est que alors après c'est une autre question par rapport au tarif, mais le problème c'est que c'est assez
court et c'est assez petit. onéreux, ouais. Et moi je pensais que c'était gratuit. Bah, ils auraient dû. Non, Franchement, parce que ça qu'ils en ont parlé à l'étranger, j'avais compris que c'était un truc public. Le truc, c'est que il y a des années, alors, je suis vieux et sénile, mais il y a des années, j'ai fait l'exposition Guiguerre dans le même espace. Et en fait, l'exposition Guiguerre prenait les 2 étages et était monumentale. C'est que du coup, il y avait la place pour mettre des tonnes de trucs. Là, ils sont juste au premier niveau et c'est pas très grand. Après, il y a tous les claps de leurs films, il y a des trucs plutôt rigolos. Donc, si on aime beaucoup les films c'est anecdotique, de Caro Jeunet. C'est dans l'entrée, ouais. pas... Mais il y a beaucoup, non, mais il y a quand même des trucs intéressants, mais c'est très succinct. Il n'y a pas une pièce de l'expo qui mérite à elle seule. Il n'y a pas une vraie scénographie et il n'y a pas une vraie, je pense, direction. C'est-à-dire qu'ils ont mis quelques accessoires par film, quelques costumes. Si on les aime bien, on est content, mais c'est un truc qu'on visite le dimanche en 45 minutes maximum, top chrono. Quoi. Mais il n'y a pas, par exemple, ils n'ont pas ramené l'immense bestiole d'Alien 4. Il y a l'immense. Ouais, il y a le maquillage de la créature finale. Il y a un alien. Super. Non mais si tu veux, il y a un alien de plein pied, mais que si t'es un peu cinéphile, t'en as déjà vu ailleurs et c'est pas. Parce que c'est à Lyon, je crois, c'est au cinéma de Lyon. Non, c'est au musée de Lyon. Au musée de la miniature à Lyon. C'est au miniature à Lyon. Ouais, la reine alien. La reine alien. Par exemple, ça c'est beaucoup plus impressionnant. Moi, j'ai été à Lyon dans ce musée-là et c'est vrai que quand tu tombes nez à nez face à la reine alien, ça te fait un petit quelque chose, quoi. Surtout qu'elle bouge. Donc, est-ce que c'est équilibré d'un film à l'autre ou est-ce que c'est vraiment chargé Amélie Poulain et le reste pas trop Un long dimanche de fiançailles, c'est pas mal chargé, je trouve. Je pense qu'ils ont quand même, ils se sont dit, un long dimanche de fiançailles n'avait pas forcément eu le succès escompté, même s'il a bien marché, mais ils se sont dit qu'ils avaient des objets de valeur, c'est-à-dire qu'il y avait des beaux costumes. Les trucs d'époque qui avaient été reconstitués et tout. Il y a la reconstitue amène forcément des Amélie Poulain, il y a quand même 2-3 vitrines avec pas mal de choses d'Amélie Poulain, des photos et tout. Alors évidemment, comme c'est un film qu'on aime tous beaucoup, on est content de voir ça. Ouais, mais t'imagines quelqu'un qui ne connaît pas forcément l'univers de Caro Jeunet ou même Jeunet tout seul ou Caro tout seul. T'y vas, t'as rien, t'as pas d'explication, t'es déçu. Franchement. C'est pas dans un vrai musée, c'est pas avec des inscriptions partout, des petits carnets. En fait, c'est pas une expo, c'est juste, c'est pas une expo à proprement parler, c'est juste qu'ils ont foutu des décors et des trucs comme ça. C'est ça, franchement. De façon après ce que j'aime bien, c'est que par contre, même si tu les connais un peu, t'as un regard sur les courts-métrages, t'as des maquettes des vaisseaux spatiaux pour les films qui ont des vaisseaux spatiaux. Tu fais un peu le tour de leur filmographie, tu vois un peu tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, ça c'est cool. Après, c'est très court et c'est très succinct. Je peux pas emmener ma mère voir ça comme je pourrais l'emmener à une expo à la cinémathèque. Tu feras la visite, toi, et tu commenteras chaque Oui, t'as pas l'aspect pédagogique qu'il y a dans les expos à la cinémathèque où ils t'expliquent le parcours. Non. Par contre, t'es tranquille. Enfin, moi, quand j'y suis allée, il n'y avait pas un chat. Donc, au moins, voilà, t'es pas entassé ni rien, comme par exemple les expos au musée Art Ludique. Je sais pas si vous y êtes déjà allé. Souvent, il y a quand même pas mal de monde et tout ça, c'est pas forcément hyper agréable. Là, pour le coup, Jeunet Caro, il y avait personne. Donc, Bon, après, c'est pas mal d'avoir fait à Montmartre. Enfin, tu sors, t'es dans Amélie Poulain, quoi. Non, mais pour les touristes, c'est cool. Non, mais pour les puristes de Caro Jeunet, ça va être super. Donc une expo à réserver aux... Non, mais c'est surtout que c'est une occasion aussi de mettre en avant ces 2 auteurs qui ont quand même fait des trucs. C'est en plus aussi l'occasion de redonner un petit coup de fouet entre guillemets à Marc Caro parce que lui, une fois qu'ils se sont séparés du duo, il a fait effectivement Dante 01, mais après c'est plus. Mais il a collaboré. Il a collaboré à de nombreux films. Caro, il a été directeur artistique ou. Non, il a bossé avec beaucoup de réalisateurs. C'est vrai qu'il n'a pas refait de film à lui directement, mais il n'est pas resté oisif, quoi. Il avait été pressenti sur un projet d'adapter un bouquin qui s'appelle La Horde du Contrevent. Ouais. Et qui devait être un projet transmédia où lui il devait faire le film. Il devait y avoir un jeu vidéo et là il y a une bande dessinée qui sort et je crois que les gens qui ont acheté les droits de ça se sont retrouvés un peu noyés et malheureusement lui a lâché l'affaire en route. Et le film se fera probablement mais pas tout de suite et pas en transmédia. Du coup Caro et Jeunet ils vont se rabibocher, enfin pas se rabibocher mais on se remettre ensemble. Non mais Alex nous fait un symbole très très obscur quand même. Comme dans X-Men mais enfin. Non mais il fait un signe de la main avec un bout de pâté. Il mange quelque chose. Ouais.
Est-ce qu'ils ont prévu un film ensemble, c'est ça? En fait, l'expo ne nous le dit pas. Ils sont restés super potes. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'aller du coup à l'avant-première presse et ils étaient tous les deux là pour répondre à des questions. Et ils semblaient extrêmement complices et tout. Donc, je pense pas qu'ils se soient fâchés. Enfin, peut-être un moment, mais en tout cas, du coup, qu'ils refassent un truc. À ma question, il y a pas de genre le futur, les prochains films. Comme dans les films Marvel, tu veux dire Caro et Jeunet reviendront ou... C'est ça. Caro et Jeunet will return. Non, mais après, on va voir. Je sais plus. Jeunet, maintenant, il a fait une série pour Amazon. Parce que Jeunet, j'allais dire, il rame un peu depuis. La question, c'est qui a vu le dernier film de Jean-Pierre Jeunet? Moi, Spivet. Moi, j'aime bien. C'était bien, en fait. Personne l'a vu, mais c'était bien. Il était intéressant. C'est l'extraordinaire voyage de T.S. Piel. C'était mieux que son précédent qui était Micmac à Tire-Larigot. Putain, avec Danny Boone. Ouais, que j'avais vu, moi, qui était cool. Ça avait l'air chaud. Oh, vous êtes méchants. Mais Spivet c'était cool et il y avait une très belle utilisation de la 3D. Moi je me rappelle qu'il avait très bien géré la 3D. Pour info, j'aime bien Dante 01 aussi, donc je suis pas. C'est pas un remake non officiel d'Alien 3 Dante 01? Je sais pas, il y a un truc, ouais. Avec un vaisseau avec des moines. Je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu du mal dessus. Ouais. Non, c'est pas très bon, mais c'est dans l'espace, donc c'est cool. Bref, revoyez les films de Caro et Jeunet aussi. Mais si vous êtes à Paris et que vous avez une sensibilité par rapport aux films de Jeunet, faut pas hésiter. Voilà. En plus, vous pourrez éviter une deuxième exposition. Si vous voulez voir un Alien, par exemple. Mais pas un bon, c'est ça? Non, mais t'as 2-3 flingues de Alien Resurrection, c'est rigolo. Pas un bon alien, c'est ça? Ah mais un alien, juste un alien. La créature. Oui, mais la créature, c'est la même. Oui, mais t'as compris quoi. Oui, non, j'ai compris, mais bon. Voilà. J'ai déjà trop ragé sur ce film. On commence à ramer là. On va passer du coup au sujet suivant. Après cette partie transition. Et je prends Marc à partie puisqu'il n'était pas du tout prêt pour aborder ce sujet. Marc sort ses fiches. Et on va parler du comics Superman American Alien. Est-ce que ça a coupé ton papier? Et on passe du coup. On avait dit qu'on faisait pas de private joke. Non, parce que je vous disais tout à l'heure, hors écran. Marc débriefait un truc avec des feuilles de papier et il nous a dit attention, ça coupe. Ça coupe. Ouais, on était un peu dans la cité de la peur avant de prendre. C'était très étrange. Ouais, je vais parler d'American Alien. Alors en fait, pour expliquer aux gens, à la base, je devais parler d'une autre BD et puis on a un petit peu décalé la date d'enregistrement, donc je l'ai pas reçue à temps, elle n'est pas sortie. Je voulais parler du nouveau Largo Winch. Donc c'est reporté au mois prochain. Tu teases. Carrément, parce que le nouveau Largo Winch, nouveau scénariste, ça devait être un truc un peu fat. C'est vrai. Et du coup, je me suis dit, tiens, de quoi je pourrais parler? Ça fait longtemps que je peux parler de comics. Et j'ai chopé American Alien parce que c'est un one-shot et que du coup, c'était pratique de pouvoir parler de... Et ça, c'est bien, si vous ne connaissez pas les comics, vous pouvez commencer par les one-shots. Les one-shots, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas les comics? Merci. C'est une histoire avec un début et une fin et c'est pas un truc qui se suit pendant 50 000 ans. Un seul tome suffit. Voilà. Et donc American Alien, c'est écrit par Max Landis, qui est le monsieur qui était bien connu pour avoir fait Chronicles. Un super scénariste qui a aussi réalisé American Ultra avec Kristen Stewart et Jesse Eisenberg. Un très grand film. Qui est une daube absolue. Qui est un scénariste qui s'épanche régulièrement sur Twitter, non? Ouais, et il a dans ces derniers mois, il avait notamment râlé parce qu'il avait été embauché sur Power Rangers, le film, pour être éjecté par la suite, et en fait ils ont repris des idées à lui qui ressemblent un peu à Chronicles dans l'histoire. Et il y a eu la même histoire sur les 4 Fantastiques. Exactement. Et là du coup en fait il sort. Et c'est le fils de John. C'est le fils de John Landis. Les Blues Bombers. Et donc lui, je pense qu'il a été un peu embauché parce que les mecs de DC ont vu Chronicles et qui se sont dit que Chronicles X Superman ça pouvait donner un truc. Et en fait il sort donc American Alien qui est c'est une histoire entière, mais divisée en chapitres qui sont chacun dessiné par une personne différente. Donc dans les dessinateurs, alors je les ai notés, il y a Francis Manapool, Jay Lee, Jock, Nick Dragota, Tommy Lee Edwards et Jonathan Case et John Sibal, qui ont chacun donc dessiné un chapitre des premières aventures de Superman. Donc on est vraiment au tout début. Le premier, c'est quelques années après que la navette se soit crashée dans le champ de maïs de la famille Kent. Et par petites touches, il va essayer de réécrire ou de réinventer un petit peu les origines du personnage. Moi, ça m'a un petit peu rappelé... Alors, c'est pas forcément une très bonne référence. Ça m'a un peu rappelé Smallville dans le traitement. J'allais faire une blague avec ça, justement. Parce que il reprend des personnages que Smallville a repris de... Non, même pas. Il reprend des personnages que Smallville avait repris, qui étaient déjà dans la BD, comme le meilleur ami de Clark Kent, qui s'appelle Pete, qui était dans
qui était dans la série. Comment c'était son love interest? C'était pas Lois Lane, C'était Lana Lang. Lana Lang, merci. Il y a des évocations à Lana Lang et il va ponctuellement et chapitre par chapitre, il fait des petits sauts de puce dans le temps. Donc au début, le Superman est gamin et il découvre qu'il vole et il emmène sa mère avec lui dans le ciel et il se dit oups, bon bah j'ai soulevé ma maman, on est à 50 mètres au-dessus du sol, qu'est-ce qu'on fait? Ce genre et parfois c'est assez drôle. Parfois c'est moins drôle, mais moi j'ai trouvé ça pas mal. Il y a aussi une histoire où il se retrouve sur un yacht où tout le monde le prend pour Bruce Wayne parce que par hasard en fait quelqu'un l'a introduit comme étant Bruce Wayne et il se retrouve comme étant présenté comme Bruce Wayne et il chope une fille à cause de ça et il y a un méchant qui arrive et il le défonce d'une chiquenaude. C'est assez amusant, il y a pas mal d'humour. Ça réinvente rien, c'est un peu ça que je reproche à la BD, c'est que l'origine de Superman, on l'a déjà raconté 1000 fois, de 1000 manières. Donc est-ce qu'il fallait forcément filer à Max Landis un tome complet pour ça? Surtout que c'est un personnage qui est quand même hyper compliqué à écrire, quoi. Ouais, après il y a quelques idées pas déconnantes. Il y a une rencontre avec Batman, donc Batman dans cette version-là est déjà bien installé. Il se fight un peu alors que lui n'a pas encore le costume du Superman. Et il déchire le costume de Batman dans la bataille, il découvre que le mec est Bruce Wayne, et il récupère sa cape. Et il se crée un espèce de pré-version de Superman qui est un costume noir. Et en fait, dans ses premières aventures qui sont racontées dans la BD, il porte la cape de Batman. Et il voit Batman comme un espèce de modèle un peu. Et voilà, tout ça avance vers rien en fait. Je suis un peu embêté par ça. Mais c'est vrai. C'est la belle conclusion, tu sais. C'est des petits scénaristes-là a des prétentions de vouloir écrire d'autres volumes ou d'enchaîner sur d'autres histoires de Superman. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a été embauché parce qu'il a fait Chronicles et que c'est vraiment la même histoire de raconter une personne avec des pouvoirs et qu'est-ce qu'on peut faire de ses pouvoirs au quotidien jusqu'à devenir un mec qui met un costume. Donc, est-ce que Max Landis va devenir un scénariste attitré chez DC? Moi, je crois pas. Je pense que c'est vraiment une tentative comme ça, voilà, de s'amuser pour un one-shot. Il avait des idées. DC lui a dit OK, on te file des dessinateurs. On a bien un Snyder qui fait des prouesses sur Batman pour avoir Landis sur. Mais surtout, la question, c'est comme on parle de one-shot, est-ce que c'est accessible à quelqu'un qui veut lire du Superman sans forcément connaître le personnage, ou est-ce que t'en profites si justement tu connais un petit peu et t'aimes la réinvention? En fait, moi, je pense que si tu connais le personnage dans les grandes lignes parce que tu as vu un film genre celui avec Christopher Reeve et que tu sais que voilà c'est un gamin qui a grandi qui a grandi dans une ferme et qui est passé journaliste à Metropolis et que tu te demandes comment et que tu as jamais vu Smallville de ta vie, alors dans ce cas-là c'est intéressant parce que c'est pas mal en fait, les petites histoires prises séparément sont cool, les dessinateurs varient mais le style graphique est assez adapté chaque fois à la tonalité, donc c'est très cartoon au début quand il est jeune, le fight avec Batman est beaucoup plus sombre, mais j'ai trouvé ça pas mal, ça réinvente rien. Donc si à mon avis si tu es un gros lecteur de comics, si tu en as lu plein et que Superman t'en lis régulièrement, le lis pas parce qu'en fait ça n'a pas d'intérêt. Mais si jamais si tu lis du comics ponctuellement, si tu achètes une BD tous les 6 mois et que là soudainement tu as envie de lire un truc sur Superman, ben pourquoi pas. C'est bien, tu me prépares ma transition vers le sujet suivant de manière assez facile. Oula. Vu qu'on a fait le bilan apparemment sur Superman. Ouais, j'ai pas de truc de plus de choses à dire en plus que ça. Voilà, je suis pas grande lectrice de BD. Ça peut être une introduction. C'est une introduction assez intéressante à l'univers global et ça donne un peu une approche. Oui, ça montre les facettes du personnage en fait. Ouais, ça a l'avantage de dire que si vous n'aimez pas. Est-ce que du coup il faut lire. Oula, on recommence. Contagiteur servir une bière. Est-ce qu'il faut mieux lire cette BD plutôt que de mater Smallville? Mais c'est pas une vanne, c'est une vraie question. Alors ça c'est une vanne qui date de 2002, tu gagnes du temps en fait. Tu gagnes 15 ans de retard sur ta vanne. Plus personne ne regarde Smallville, mais tu gagnes 10 saisons, tu gagnes quasiment une vie. Oui, bien sûr qu'il faut lire ça. Ça sent le regret. Ça sent le mec qui a perdu sa vie. J'ai vu que 2 épisodes de Smallville moi. Ah ouais, quand même. Mais merci. Vous me cassez mes transitions, c'est fou ça. Pardon. Mais t'en as pas de transition. Je voulais dire. Il était fier, ça se sentait. Pardon, vas-y. Ça va être un drop mic. Allez, vas-y. On va passer à un autre sujet bande dessinée. Oui. On va parler de Nestor Burma et j'ai l'impression qu'on va en parler avec la même ambition de dire que c'est pas forcément très bien, c'est ça? C'est pas terrible, exactement. Alors. Ce soir, on donne envie aux gens. Ouais, mais j'ai l'air hyper négative parce qu'entre l'expo Caro Jeunet qui m'a pas forcément plu et ça non plus.
Donc voilà, en gros, le 25 octobre, il y a la prochaine bande dessinée Nestor Burma qui sort, qui s'appelle L'homme au sang bleu. Donc pour rappel, en gros, ces BD-là sont l'adaptation des romans de Léo Mallet, dont le premier roman est sorti en 1945. Et en gros, là, c'est redessiné, enfin c'est réadapté par Emmanuel Moineau. Et ce qui m'a... En fait, je suis pas une hyper grande lectrice de BD, honnêtement. La dernière que j'ai lue, ça doit remonter à des années. Mais là, je suis passée dans le rayon et j'ai vu, en fait, c'est plutôt la forme qui m'a interpellée. En fait, ça ressemble à un journal basique, genre Le Monde, Figaro, n'importe quoi. Et c'est en 3 tomes. Et j'ai trouvé l'idée sympa. Donc je l'ai feuilleté, je l'ai pas acheté la première fois, j'y suis retournée. Et du coup, excuse-moi, je t'interromps, il y a combien de pages? Il y en a une trentaine à chaque fois à peu près. Ah oui, donc c'est un gros journal quand même. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, et en gros, là, le dernier, j'ai voulu l'acheter, donc c'est en 3 fois. J'ai voulu l'acheter hier, mais apparemment la date de sortie a été décalée, donc je n'ai même pas la fin de l'histoire. Donc, mais bon, à la limite, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je trouve que c'est plus de notre époque. Enfin, c'est Nestor Burma, c'est peut-être intéressant en roman, c'est sûrement intéressant en roman. Ça a été le premier vrai détective voilà, mis en roman, etc. Mais là, aujourd'hui, ça n'a plus du tout d'intérêt. C'est-à-dire que la forme de la BD est originale. La première de couverture ressemble à des articles et tout ça. Donc c'est intéressant. Là, celui pour l'homme au sang bleu, en gros, ça se passe à Cannes. Donc tu as une petite contextualisation avec le festival qui va démarrer, et il se passe ça, il y aura tel film et tout ça. Donc c'est sympa, c'est assez agréable à lire. Dès que tu rentres dans la BD, du coup tu as encore le cadre en tête, genre tu l'imagines lui évoluer sous le soleil de Cannes, etc. Donc c'est assez sympa. Donc, au départ je suis partie assez positive là-dessus. Et finalement on se fait très vite, on s'ennuie très vite. Sachant que le principe du journal, en fait, il est pas réutilisé dedans, c'est juste la couverture et derrière, c'est juste le format. D'un côté, oui, parce que tu achètes ça au rayon BD, tu sais que tu vas finir avec une BD en page 3, quoi. Mais ça joue pas assez là-dessus, donc la forme, tu vois, j'ai acheté ça pour la forme et au final, j'ai été très vite déçue. Mais c'est pas le Château des Étoiles qui avait fait ça aussi? Ouais, le Château des Étoiles avait fait ça. C'est un format en fait c'était spécial en fait, le Château des Étoiles, parce qu'il sortait des bonus aussi. Moi, il me semble qu'à l'époque, alors moi je connais un petit peu Nestor Burma, les premiers tomes c'était Jacques Tardy qui dessinait, et dans mon souvenir, les premières parutions étaient vendues comme de vrais journaux. Façon comics, donc avec des grandes pages en papier léger qui pouvaient quasiment se jeter à la poubelle après. Moi je me souviens d'une époque où il y avait un magasin album à Bercy, donc ça remonte à quelques années pour les gens qui se souviennent. J'étais là. Et ils le vendaient au comptoir parce que c'était spécial en fait. C'était pas... Et ensuite, une fois que les différents journaux qui complète l'histoire était sortie, et réunissait ça sous forme d'un tome. Mais je suis d'accord avec toi, Nestor Burma en fait c'est devenu un peu vieillot quand même. Exactement. Mais Guy Marchand quand même. Ouais, il y a eu une série télé avec Guy Marchand, on peut préciser ça aux gens qui nous écoutent et qui sont jeunes. Jeunes, oui. Alors du coup les nouvelles publications c'est comme Nestor Burma, je sais même pas à quelle époque ça se passe. En fait c'était quand Léo Mallet a commencé à écrire les romans dans les années 40, c'était contemporain en fait. Mais aujourd'hui c'est encore contemporain ou ça se passe dans les années 40? Non, ça se passe, c'est vieux. C'est l'adaptation des romans. La BD reprend les romans, donc du coup c'est vraiment à l'ancienne. Okay. Moi j'ai lu un peu de Léo Mallet parce que j'ai trouvé ça cool. Et c'est vrai marqué vieux en fait. on avait dit pas de private joke aujourd'hui. Donc j'ai lu un peu de Léo Mallet. Moi j'aime bien Bruyère au pont de Tolbiac notamment, pour ceux qui connaissent. Et ça raconte le Paris des années 50. Et quand Mallet l'écrivait, c'était cool parce que surtout quand tu connais Paris maintenant, tu lisais un peu du Paris à l'ancienne. Et voilà, je trouve le passage à la BD souffre un peu de ça parce que t'as pas assez longue description ces tas de pages qui te racontent Paris et qui te décrivent comment était le quartier de Tolbiac il y a 60 ans. Mais après, est-ce que justement, ils comblent pas avec le dessin? Est-ce que t'as pas un travail graphique Non, pas du tout. En fait. Moi, ça me... je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Marc, mais... Moi, le dessinateur a changé et malheureusement, je connais pas les nouvelles parutions, mais Tardy à la Lipic... Tu vois, ça fait très brouillon. Après, ça dépend. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais les traits sont pas fins. Tous les personnages se ressemblent entre
énormes guillemets. Mais je sais pas, je trouve ça assez brouillon, c'est pas très agréable, t'as aucune couleur. Mais c'est en noir et blanc. Ouais, c'est en noir et blanc. Mais en fait, c'est basé sur le fait que Tardy, c'est du noir et blanc à la base. Ouais. Du coup. Adèle Blanc-Sec aussi. Non, c'est possible, t'as raison. Avec Louise. T'as raison. Non, la BD Adèle Blanc-Sec, il me semble que c'était en couleur. Bon bref, on s'en fout. Mais moi j'ai une question sur Nestor Burma. C'est sorti les précédents, ils sont sortis en tomes normaux, non? Pas tous, je crois que le T'as pas écouté ce que dit Marc en fait? J'ai peut-être pas écouté, non. Je suis désolé. J'ai expliqué, mais du coup on va en reparler. Bravo Alexandre. On va en reparler hors podcast et je te mettrai des claques on va couper son micro. On est désolé, Alexandre est un peu fatigué ce soir. Oui, moi je me demande en fait si c'est pas ce genre de série de BD qui devrait s'arrêter. Ouais. Parce que j'ai regardé là, je regardais pendant que vous parliez. Tardy, il a sorti le premier en 82, donc ça fait fait plus de 30 ans, 35 ans que la BD sort à intervalles réguliers. Et moi, ça me fait penser à ces vieilles licences de BD qui sont prolongées ad vitam, ou genre Lucky Luke, tu vois. Lucky Luke, c'était génial du temps de Maurice et Goscinny. Et maintenant, ça a toujours son charme. Attends, tu nous as quand même vanté les mérites du Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. C'est spécial parce que c'était un hors-série. Mais la série lambda... En fait, c'est ce que j'allais te dire. Nestor Burma, ça pourrait peut-être se réincarner parce qu'effectivement, quand tu prends Lucky Luke, quand tu prends Astérix et quand tu prends des vieilles franchises qui je suppose que ça fait vendre en plus. Enfin, je suppose que Nestor Burma, ça se vend toujours, a priori. J'en sais rien, mais je pense que oui, il y a les vieux lecteurs. De toute façon, on s'est fait une spécialité ici de chroniquer les revivals ou les remakes ou les suites des bandes dessinées à succès. Et d'ailleurs, tu as déjà teasé qu'on allait parler de Largo Winch. Mais du coup, Largo Winch, c'est contemporain. Donc on ne se lasse finalement pas trop de ces continuités. Ma vraie question, c'était est-ce que du coup, ce serait pas plus intéressant de faire un Nestor Burma contemporain? Par Guy Ritchie. Ça dépend. En BD. Tu vois, c'est difficile maintenant, je pense, de faire une histoire avec un détective qui soit assez original pour accrocher le public. Parce que là, Nestor Burma, ça peut pas être. Il y a une chouette BD chez Dupuis qui s'appelle Jérôme Bloch. Ouais, c'est vachement qui est un détective belge, un peu old school et tout, et c'est plutôt cool. Ça me fait penser. Enfin, justement, j'ai jamais lu Nestor Burma. C'est une série ancienne aussi, Jérôme. Mais après la question. La série avec Guy Marchand. Guy Marchand. Ouais. Ok. Guy Marchand qui est très bien dans la saison 2 de 10% d'ailleurs, au passage. La question c'est est-ce que ce serait pas... Après je sais pas quel âge ont les nouveaux auteurs de Nestor, enfin ceux qui viennent de publier ça, mais la question c'est est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle génération justement de scénaristes de bande dessinée et de dessinateurs qui pourraient se réapproprier le truc avec leurs pattes comme l'a fait Mathieu Bonhomme sur Lucky Luke. Non, mais surtout... regarde la page Wikipédia, ils ont mais c'est surtout qu'il y a des sujets. C'est compliqué de donner quand tu fais du Lucky Luke, tout ça, c'est pas intemporel. De toute façon, c'est marqué. Non, tu joues avec une mythologie. Mais Nestor Burma dans les années 50, c'est quand même très marqué époque. Tu peux pas non plus trop varier les choses en fait. Ouais, on en avait déjà un peu parlé au moment. Tu peux pas faire une histoire fantastique. Oui, mais tu peux le redynamiser avec un trait plus moderne. Quand on en avait causé au moment du Lucky Luke d'Émile Bravo, que moi j'aime vraiment beaucoup, on s'était dit ce sont des personnages qui mériteraient en fait d'être pas forcément rebootés, mais un petit peu réactualisés. Or, les éditeurs, pour la plupart, quel que soit le sujet, ça marche même avec Largo Winch, continuent une série classique et n'osent pas rebooter les personnages. Ils font parfois du hors-série, comme avec Lucky Luke ou même avec Spirou là, qui où ils tentent des choses, mais le personnage d'origine de base, lui, c'est toujours le même. Et à force, en fait, ça devient une mauvaise idée parce qu'à la longue. Ce qui me fait penser qu'on n'a pas du tout abordé le petit Spirou qui est sorti au cinéma. Il sort mercredi. Et on ne sait pas pourquoi. Oui, moi alors que Marc l'attendait, il l'a vu. On l'a vu ensemble. Mais il ne veut pas en parler. Mais je veux y en parler, mais c'est hors sujet, et puis je veux pas. Enfin voilà. Non, moi j'ai bien aimé le petit Spirou. Voilà, on n'est pas d'accord, on n'est pas tout à fait d'accord avec Mathieu, et c'est pas du tout dans le genre. Bah si, ça raccord un peu avec le sujet, tu vois, dans le mode revival. Je disais ça parce que dans le sens de se réapproprier un personnage pour essayer. Alors après, c'est une adaptation, donc c'est un tout petit peu différent, mais je pense que les gens qui reprennent Astérix, par exemple. Astier, quand il reprend Astérix, il met quelques vannes modernes, ou même Chabat, mais ils essayent de rester dans le moule d'origine, quoi. Oui, mais par exemple, Chabat, quand il fait Mission Cléopâtre, c'est une adaptation aussi. Mais surtout que c'est un film des nuls. C'est l'humour des nuls, tu vois. Ce qui d'ailleurs a pas forcément bien vieilli. Quand tu prends la vanne sur Itinéris aujourd'hui, je pense que plus personne la comprend. Plus personne la comprend. Ils la comprennent pas, je pense. Ouais, ça va. Alors que voilà, mais ça reste il a pris le truc par bras le corps. Peut-être que si on restait sur le médium bande dessinée, il faudrait trouver des exemples plus pertinents. Mais en tout cas,
Il y a peut-être certaines œuvres effectivement qui ne sont pas destinées à perdurer. J'ai plutôt bien aimé le petit Spirou en film. Je trouve qu'il s'en sort d'autant plus que à la base ce sont des gags d'une page. Il n'y a pas d'histoire au petit Spirou. Ce sont juste des personnages et des situations. Et il arrive à broder une histoire. C'est très jeune public, mais ça marche. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est le sujet qu'on ne fait pas du coup aujourd'hui, puisque je me suis retrouvé à parler de Superman, mais voilà, dans le renouveau, il y a le changement de scénariste sur Largo Winch, puisque Jean Van Damme a arrêté et que celui qui sort début octobre, c'est un nouvel auteur. Ça m'intéresse parce que du coup ils ont mis quelqu'un d'autre et peut-être qu'il aura quelque chose à apporter au personnage. Oui, mais 13 par exemple, est-ce que une fois qu'ils avaient fini la grande intrigue, est-ce que finalement les nouveaux tomes 13 c'est encore plus particulier parce que 13 il fallait arrêter quand Van Damme a arrêté. Oui, quand il y a eu les 2 derniers tomes et que lui bouclait son histoire, il fallait arrêter. Là l'éditeur a voulu prolonger. Largo c'est un personnage qui vit des aventures qui vit des petites aventures indépendantes. C'est un peu James Bond quoi. Tu vois, c'est comme James Bond. Et du coup pour revenir à nos moutons. De rien Alexandre. Pardon. Pour revenir à donc, nos moutons et Nestor Burma, du coup, on conseille pas trop quoi. Non, je conseille pas du tout. Enfin, en plus, il y a un vrai travail sur le dessin à faire, je pense, parce que là, c'est même pas agréable. C'est 0 pointé. Vous repartez travailler. Les conseils d'Estelle, c'est de ne pas aller à l'expo et ne pas lire la BD. Je suis pas négative comme ça d'habitude, mais là, franchement, c'est le hasard des sujets, ouais. Ouais, vraiment. On espère qu'Estelle va pouvoir rebondir sur le prochain sujet, puisque le prochain sujet qui n'a absolument aucun rapport avec Nestor Burma. T'es en galère, c'est ça. Ce sera un sujet jeu vidéo. Ok, vous êtes prêts pour le tunnel? Là, je prépare Jean-Victor à faire son slam. Attends, je vais boire une bière d'abord. Puisqu'on va vous parler de Guild Wars 2. Non, parce que comme d'hab, je vais vous poser des questions. Je vais essayer de vous impliquer un petit peu. Guild Wars 2, Path of Fire. Je sens que je vais être encore seul sur ce coup-là. On pourrait presque croire que c'est le titre d'une chanson de Bob Dylan. Path of Fire, oui, presque, oui. Est-ce que vous savez ce que c'est les MMORPG? Les Meporg. Merci. Oui. Voilà, il y en a un qui regarde France 2 et elle est bien ma transition. Et qu'est-ce que ça veut dire MMORPG? C'est ça la question. Massive Multiplayer Online Player Role player game. Tu y étais presque. Role playing game. Oui, donc vous savez en fait ça. Donc pas Mathieu, nous on joue à des trucs. C'est vrai. Donc aujourd'hui, oui, je vais vous parler de Guild Wars 2 Path of Fire. Donc Guild Wars 2, c'est un MMORPG, donc en français un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. Donc le plus connu pour raccrocher les trois quarts des gens qui nous écoutent, c'est évidemment World of Warcraft. Mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que Warcraft. Guild Wars 2, ça fait 5 ans que ça existe. C'est donc la suite de Guild Wars comme son nom l'indique. C'est toujours un jeu de fantasy dans lequel vous vous retrouvez impliqué avec plein de joueurs dans un monde persistant en ligne, avec des races étranges. Tu peux prendre ton micro, tu auras plein de questions à me poser. Il n'y a pas de VR par contre, je te précise, Mathieu. Donc vous vous retrouvez, vous créez votre personnage et vous vous retrouvez impliqué dans un monde fantastique, fantaisiste, avec des dragons, avec des races d'elfes mais végétaux, avec voilà. Et donc ce MMORPG vient de voir sa deuxième extension sortir ce mois-ci, donc ça s'appelle Path of Fire. Et pourquoi c'est bien, contrairement à plein de MMORPG qui sont évidemment des jeux très chronophages, et Guild Wars 2 n'échappe pas à la règle. L'avantage de Guild Wars 2 c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. C'est que c'est souvent des jeux qui, voilà, vous vous connectez à des serveurs immenses avec des milliers de joueurs, donc forcément ça coûte un blé fou. Donc généralement, c'est-à-dire qu'en gros tu t'achètes le jeu et après tu... Et t'as le jeu, voilà. Okay. Par exemple, Warcraft, il faut payer l'abonnement de 12 balles tous les mois, etc. Cool. À Guild Wars, il suffit juste d'avoir le jeu. Et d'ailleurs, le jeu de base Guild Wars 2 est gratuit. Maintenant, vous pouvez tout à fait le télécharger, vous créez votre compte, créez votre personnage et partir explorer le jeu de base. Les deux extensions, donc la précédente qui s'appelait Heart of Thorns et maintenant Path of Fire, elles sont payantes. Donc le contenu qu'elles réservent est inaccessible si vous ne les avez pas. Mais vous pouvez tout à fait jouer avec les autres joueurs, les croiser, etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec Guild Wars 2, c'est que c'est un jeu qui est développé à la base par une boîte asiatique qui a vraiment essayé de créer un jeu avec leur tempérament à eux, mais dédié à l'Europe. C'est-à-dire que souvent les jeux japonais, notamment les MMORPG, on se retrouve très vite avec une direction artistique 100% asiatique, etc. Donc avec des nanas à grosse poitrine qui ont quasiment rien sur le dos, en cuir machin, et avec une espèce de direction artistique qui est un peu limite. Là, ils ont essayé de faire les choses bien et ils ont trouvé un espèce de juste milieu qui est intéressant, dans le sens où c'est un univers de fantasy qui ressemble pas à tous les univers de fantasy. C'est-à-dire que vous n'allez pas croiser les énièmes nains, les énièmes elfes. Par exemple, les elfes du jeu qui s'appellent les Sylvari, en fait, c'est des hommes plantes. C'est-à-dire que par exemple, ils sont tout verts et ils ont leurs cheveux, c'est des feuilles. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps, ça me choque parce que moi je joue un Sylvari, qu'en fait, ils naissent comme des plantes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de parents, ils poussent et pouf, ça fait un personnage. Et en fait, voilà. Comme Groot, en fait. Comme Groot, mais en un peu plus gracieux.
Et en fait, toutes les races, tout l'univers du jeu a essayé un peu d'insuffler cette originalité, de se dire on va pas reprendre Tolkien, on va pas reprendre Warhammer, on va changer des éternels ogres, machin, etc. Et donc ça déjà ça donne de l'intérêt au jeu, et surtout Path of Fire, ce qui est bien, c'est qu'en fait depuis le début ils ont vraiment essayé de concilier le jeu en ligne multijoueur avec un jeu solo. C'est-à-dire qu'il y a une grande histoire depuis le tout début du jeu, donc depuis 5 ans maintenant, qui évolue. C'est vraiment un monde qui évolue. Par exemple, il y a une énorme capitale qui s'appelle l'Arche du Lion en plein milieu de la carte du jeu, dans laquelle tous les joueurs se rassemblent, et tous les mois ils font des mises à jour qui apportent de l'histoire, etc. Et en fait un jour la capitale s'est fait complètement exploser. Et maintenant, elle a été reconstruite, et donc les joueurs qui vont la visiter maintenant n'auront pas celle qui existait au début du jeu. Donc c'est vraiment un monde qui essaie d'évoluer. Et le principe, c'est que chaque extension apporte un nouveau chapitre à ce qu'ils appellent cette histoire vivante. Donc Path of Fire apporte un nouveau chapitre. Si vous suivez l'histoire depuis le début, forcément, c'est hyper cool. Si vous la prenez en chemin, c'est un peu plus compliqué parce que vous pouvez pas tout rattraper. Il y a certaines étapes qui ont disparu depuis. Mais donc maintenant, vous avez accès évidemment à plein de nouveaux contenus. Donc il y a une nouvelle zone qui est dans un désert immense, qui s'appelle Elona, qui était le contenu d'une extension du premier jeu qui s'appelait Nightfall. Vous avez accès à des montures, et donc désormais vous pouvez chevaucher un raptor vaillamment, vous pouvez chevaucher un gros lapin, espèce de gros lapinou qui vous permet de sauter super haut pour accéder à des lieux inaccessibles jusque-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ils ont essayé de prendre ce qui faisait les particularités de Guild Wars, donc l'histoire vivante, leur univers un petit peu chelou, et aussi un jeu qui joue vachement sur l'exploration. Et moi, je trouve que c'est ce qui me plaît le plus en fait dans ce genre de jeu, c'est le principe d'arriver dans un monde gigantesque qui est vraiment une boîte de Pandore pour tout geek qui aime la fantasy, l'imaginaire en général. Et vous dites voilà, j'ai un monde gigantesque avec toutes ces régions, avec ses races, son économie, son système, et vous êtes largué là-dedans avec des milliers de joueurs. Et en fait, Guild Wars 2, ils avaient une idée très marrante, c'était que le jeu regorge en fait de petits détails, de petits lieux un peu obscurs où vous devez faire des trucs de plateforme partout, donc vous devez vraiment explorer comme des ports pour vraiment trouver tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Et avec les nouvelles montures, par exemple, ils ont vraiment poussé le principe, parce que chaque monture a une spécificité. Si vous prenez le raptor, vous pouvez sauter super loin, si vous prenez le lapin géant, vous pouvez monter super haut, etc. Et donc en fait, vous devez mêler toutes ces montures-là pour accéder à des trucs pas possibles. Et voilà, ils ont vraiment poussé ce principe de plateforme, donc c'est presque un jeu de plateforme par plein d'aspects. Et évidemment, si vous voulez faire des donjons, il y a des nouveaux donjons. Si vous voulez vous foutre sur la tronche avec des joueurs, parce que c'est possible, ils ont des espèces d'immenses cartes avec des châteaux à contrôler. Il y a d'ailleurs des mecs qui passent leur soirée à plus de 60 à essayer de contrôler un château, une tour contre d'autres mecs qui viennent leur taper la tronche. Et ben, ils ont mis des nouvelles compétences pour chaque personnage pour un petit peu changer la dynamique de jeu de ces grosses batailles-là. Encore un jeu complètement pacifiste. Hein. Donc oui, non, Guild Wars, il y a la guerre dans le titre. Hein. J'attends le mois où tu nous présenteras un jeu à la cool. On en a parlé. Je l'ai déjà fait. On en a parlé. Abzu. Eh oui. Souviens-toi, le jeu aquatique. T'es pas là. C'est peut-être une émission sans toi. Mais oui, on te réserve. Des fois, je parle aux de gens que voilà, on n'est pas que voilà, on est amour aussi. Mais donc voilà, juste pour finir, donc Path of Fire, c'est une bonne porte d'entrée si vous avez jamais joué à Guild Wars, surtout que encore une fois le jeu de base est gratuit, donc si vous voulez essayer, vous créez un personnage et voir un petit peu comment ça marche, ça vous coûtera 0€. Et si vous voulez chevaucher un raptor vaillamment dans le désert, voilà, faudra passer à la caisse. Le jeu, l'extension est à 30€. Et du coup, tu payes que là. C'est le prix d'un jeu. Et voilà, et contrairement aux autres MMORPG, notamment World of Warcraft, vous prenez le jeu de base et vous payez votre jeu, et après vous n'avez pas d'abonnement. Vous n'avez pas besoin de raquer. C'est amené à évoluer assez rapidement. Quoi. Ça évolue, ouais. Il y a des mises à jour tous les 3 mois qui rajoutent beaucoup de contenu, et les grosses extensions sortent généralement tous les 2 ans. Donc là, c'est la deuxième. Donc on en reparle dans 2 ans. Voilà. Mais ça fait quoi si t'achètes pas une extension parce que t'as pas accès au contenu en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, t'es sur le même serveur que, en gros, j'y connais quasiment rien, mais t'es sur le même serveur que plein d'autres joueurs, et exactement, si jamais t'achètes pas l'extension, du coup, en fait, l'extension, les extensions ouvrent donc des nouvelles régions qui sont pas accessibles si tu l'as pas, et elles permettent d'avoir accès à des nouvelles branches de compétences. Par exemple, la première extension, tu peux avoir un deltaplane pour planer. Là, si tu arrives dans la deuxième et que tu n'as pas la première, tu pourras pas avoir le fameux deltaplane. Ouais. Et à l'inverse, si tu prends pas la nouvelle extension, tu pourras pas avoir de monture. Donc en gros, tu peux être amené à être face à des joueurs qui ont plus de choses que toi. Ah ouais, c'est pas hyper égalitaire. C'est pas hyper égalitaire, mais en fait c'est intéressant comme concept, je trouve. Ça change un peu de Warcraft où tu es obligé de passer à la caisse. Tous les mois, ouais. Mais c'est surtout encore une fois, le jeu est riche, donc si vous voulez vraiment faire des donjons, vivre l'histoire du truc avec vos potes, vous pouvez. Si vous voulez vous retrouver en arène pour faire du joueur contre joueur à 5 contre 5, vous pouvez. Si vous voulez faire des immenses batailles avec des milliers de joueurs qui se foutent sur la tronche pour récupérer un château, vous pouvez. En fait, il y a plein de choses à faire dans le jeu, et tout le monde peut y trouver son compte pour peu que vous aimez la fantasy et les jeux de rôle en fait.
Tu allais me poser une question. Oui, je voulais te demander, pour aller un peu dans le sens de ce que disait Estelle, je sais qu'à World of Warcraft, si tu joues pas dans l'extension, bah, si tu restes en retrait, en fait, les vieilles zones de jeu, entre guillemets, elles sont vides, parce que les gens se barrent sur l'extension et tout le monde va sur les nouvelles zones. Là, pas apparemment. Si tu, là, il y a si toujours tu des prends trucs. que le début, juste le jeu de base, il y a encore de l'activité. Bah, t'as déjà accès à 80% du jeu quand même, parce que tout ce qui a été fait sur les extensions, ça reste le cas des extensions, même ce qui a été mis à jour après. Et oui, en fait, déjà tout le contenu joueur contre joueur reste accessible, les 3/4 des donjons restent accessibles. Évidemment, ils vont rajouter des nouveautés dans les nouvelles zones, et là, tu n'y auras pas accès, il faudra passer à la caisse. Mais tu peux quand même profiter du jeu, et encore une fois, c'est gratuit, donc tu t'en fous. Si tu peux ne pas apprécier, désinstaller le jeu, et voilà quoi. Très bien, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, non, c'est très chouette. Pardon, est-ce que tu as des... Enfin, en fait, j'avais joué il y a longtemps un MMORPG, et je me rappelle quand il y avait trop de monde, les serveurs buggaient. Ça arrive là ou pas? Là, c'est arrivé pour la sortie de l'extension. Je cache pas que le soir de la sortie, il y a beaucoup de joueurs qui étaient désespérés parce qu'on n'avait pas accès aux nouvelles zones parce que ça plantait. Sinon, après, non, généralement, ils sont quand même rodés. Il n'y a pas de souci pour se connecter. Tu peux y aller sans aucun problème. Il n'y a pas de file d'attente. Je sais que Warcraft, par exemple, il y avait ça pendant un moment où quand il y avait trop de joueurs qui se connectaient, tu avais la fameuse file d'attente en disant vous êtes 4 centièmes et t'attendais une demi-heure pour accéder au serveur et c'était l'horreur. Là, non, là, c'est quand même assez fluide. Ils sont rodés à l'exercice donc tu peux y aller sans problème. En parlant d'attente, est-ce qu'il y a aussi une attente pour le prochain sujet? Alors, il n'y a pas d'attente. Alors, si, Oh là si là. tu fais référence. Si tu fais Mais référence. non, C'est vraiment tout pété comme transition. Je suis Mario désolé, et les mais- lapins crétins, il y a une attente quoi. Il Non, mais- peut pas y avoir d'attente, le jeu est sorti il y a 15 jours. Avant, est-ce que Est-ce vous qu'il y avait une attente avant qu'il sorte? Je sais pas, Est-ce fait que une vous trans- aviez il y a une eu attente une pour ce attente. jeu? Il y a Fais eu- une transition, Voilà. Il fais y a une eu une transition attente. juste sur, je sais pas, jeux vidéo quoi. Marc L'autre m'a jeu compris. vidéo, là, On va Oui, faire j'ai un compris, best-of mais de c'est ces ça. transitions quand même, c'est extraordinaire. Marc, Mario et les lapins crétins. Est-ce qu'il y a une attente? Est-ce qu'il peut y avoir une attente sur un truc qui est déjà sorti? non mais Marc avait raison. Avant la sortie du jeu, Avant il la y a sortie, eu une est-ce qu'il y a- attente. Il y avait une semi-attente. Il y avait une petite C'est attente. annoncé quand même c'est- comme l'un des gros alors, succès de la fin d'année. C'était plus de la curiosité. C'était plus que de la l'attente, curiosité en fait. au départ. Et il faut aussi préciser que les gens qui jouent sur Switch, le line-up est pas excessivement riche. Donc quand il y a un gros titre qui sort, tout le monde est au taquet. Et le donc- simple fait que le gros titre arrive, les gens sont au taquet. Il y a eu Zelda, il y a ça qui permet de patienter jusqu'à Mario Odyssey qui sort mi-octobre. Donc nous allons parler de Mario contre les lapins De crétins. Mario et les lapins Et les crétins. lapins crétins, pardon. Kingdom Battle. Tout à fait, Est-ce mais que tu Kezako. peux, résumer un petit peu les lapins Ouais, crétins, ouais, déjà, alors parce que les- Mario a priori tout le monde connaît, mais Mario, on va dire que Mario tout le monde connaît à peu près et que ça c'est à peu près bon. Attention parce ça va, Estelle, que tu connais Mario? Oui, quand même. le merci. plombier japonais, tout ça, ça va bien. je crois qu'on a un très très bon imitateur. Il y a un film. C'est vrai? Tu fais Mario. Alexandre. Mario. La vache. It's me, Mario. Voilà, on a Mario avec Ouais. nous, c'est Bien joué. formidable. Et il y les a un lapins film, crétins, ce sont des personnages que Ubisoft. Ouais, on a ramené une boîte qui fait le. Oh non, cri on de- a un lapin Boîte à crétin eux, parmi lapin nous. crétin, C'est c'est merveilleux. absolument génial. Donc les Voilà. lapins Je la crétins, bosse, je vais te la voler. Je pense que les gens ont décroché. les lapins les gens crétins, sont ce très sont les bêtes. ancêtres des mignons, hein, dans la catégorie petits personnages Alors, débiles. C'est clair? Oui, mais non. Parce que moi, les lapins, autant les mignons, ça me gave et je trouve ça insupportable et j'en ai ras le cul. Autant les lapins crétins, j'ai toujours trouvé ça drôle. Mais c'est la même blague. Pas vraiment. En fait, Différence entre- Exactement les mêmes. C'est la blagues. même chose. Les lapins crétins- les S'ils lapins- pètent un câble, ils hurlent, fini. Les lapins crétins, ils ont moins de limites en fait, et ils partent un peu plus dans le pipi caca, ils se battent avec des brosses de chiottes, tu vois, il y a ce genre de trucs. Ok. Bref. Regarde Kuzo, ça va te Ouais, plaire. clairement. Hein, vraiment. Un jeu pour les enfants. Un jeu pour les enfants. Donc ce sont des lapins stupides qui ont été créés par Ubisoft il y a quelques années Pour Rayman. Pour un Rayman. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils tenaient un concept un peu comme les mignons. Ils sont partis un peu dans leur truc avec des jeux. Les lapins crétins ont vécu leur Mais vie. même pas que des jeux, il y a des BD. Il y a des BD, il y a une des- série Il y a eu d'animation, une série animée, ouais. qui est il y a, plutôt rigolote d'ailleurs. Et donc là, pour la Switch, Ubisoft a dealé avec Nintendo pour récupérer Mario et les personnages de l'univers de Mario pour faire un crossover. Alors l'histoire en rapide, ce sont des... C'est une histoire qui va parler à Mathieu. Ouais, parce que le premier lapin, ce sont des lapins crétins qui débarquent chez une humaine qui a créé un casque VR un peu particulier. Et en fait, le casque VR explose et Ils sont tous chauves. ils se mettent. Ça aurait été rigolo. Ils fusionnent des objets. Ils se mettent. Le casque se retrouve
avec un espèce de pouvoir qui fusionne les objets et donc il se met à fusionner des lapins crétins avec d'autres choses. Il fusionne des lapins crétins avec une brosse de chiottes, avec une plante carnivore. Donc, on est d'accord que les scénaristes ont fumé les trucs en fait. Non mais on est d'accord que c'est exactement les mignons, surtout parce que la pub Oasis en ce moment où t'as un mignon qui fusionne avec une peluche et se transforme. C'est pareil. C'est exactement pareil. Moi, ça me fait rire les lapins crétins alors que les mignons ça me saoule. Bref. Et donc tout ce petit monde débarque dans le royaume de Mario, le royaume champignon, full bordel, et donc Mario décide avec des lapins crétins fusionnés de partir et de remettre de l'ordre en fait, tout simplement, parce qu'il faut rétablir la paix dans le royaume et stopper ce mec qui a des lunettes VR qui ont pété un câble. Je pense qu'il pouvait faire beaucoup plus simple quand même. Les mecs s'embêtent. Ouais, parce qu'il y a franchement, au début, le jeu est long et un peu surprenant parce que moi, je pensais qu'on allait basculer directement dans le délire. Il y a une assez grosse intro et il y a un vrai contexte, il y a une vraie histoire qui essaye d'être bossée. Ils ont vraiment après, ils se sont tapés un délire avec les lapins crétins et le mélange en fait entre les personnages de Mario et les personnages et les lapins, ils se sont vraiment bien marrés. Et ce qui est hyper surprenant, c'est que tout le monde se dit, on savait pas trop comment le jeu allait être au départ. Déjà, c'est que c'est très bien. Et ça, c'est cool parce qu'on a parlé que de trucs un peu pourris depuis tout à l'heure. Et du coup, c'est intéressant de revenir à des choses un peu positives. Un peu positives. C'est très surprenant. C'est quel type de jeu? Alors, c'est un jeu de stratégie au tour par tour. Alors, c'est pas très fun dit comme ça. Non, en fait, le principe, c'est que il y a des scènes où il y a des passages où on avance dans l'univers et dans les niveaux pour aller d'arène en arène. Et chaque fois qu'on se retrouve dans une arène, nous on commande Mario, le lapin Luigi, et le lapin Peach qui combattent au tour par tour des lapins crétins. Et pour les gens qui nous écoutent et qui se demandent ce que c'est que le tour par tour, comme leur nom l'indique, c'est que contrairement à ces jeux où tu tapes le mec en temps réel, là c'est tu appuies sur des commandes, tu lui donnes des ordres à ton personnage qui les exécute, chacun son tour, et après c'est au tour de l'ennemi de faire ses propres mouvements. En résumé, c'est comme Pokémon en fait. C'est un petit pour les gens, pour le tour par tour, c'est comme pour Pokémon ou comme Final Fantasy. Pour les gens qui connaissent, c'est très très inspiré d'un jeu de SF qui s'appelle XCOM. Et voilà, ils ont beaucoup piqué à XCOM. En fait, ils ont tout piqué à XCOM. D'ailleurs, ils le reconnaissent puisque Ubisoft a récemment, il y a quelques jours là, a envoyé aux créateurs de la saga XCOM une grosse boîte avec une Switch, des jeux dédicacés, des goodies, machin, pour le dire merci pour ton inspiration parce que on a repris ton idée. Moi, ça m'a fait penser un peu à genre, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait un jeu sur Nintendo DS qui s'appelait, je crois que c'était juste Mario et Luigi. Tu te souviens de ce jeu? Je crois que c'était sur DS, sur Game Boy Advance. Ouais, c'était Mario et Luigi, ouais, exactement. C'était un truc, effectivement, avec du tour à tour aussi, comme ça. C'est un peu différent. Et alors, là où je voulais en venir, c'est que moi, de base, j'ai tendance à pas aimer ça, le tour à tour, le tour par tour. Parce que moi, quand je joue à un jeu vidéo, j'aime bien appuyer sur un bouton et que ça donne des coups d'épée, quoi. Donc, j'appuie sur X et le flingue tire. Là, c'est pas le cas. J'appuie sur X. Je donne l'ordre au personnage de tirer et quand ce sera son tour, il va le faire. Moi, j'aime vraiment bien le temps réel. Et là, je trouve que le concept est hyper fun, l'univers est hyper coloré, les animations sont drôles et tout marche en fait. Et du coup, parce qu'à la base, c'est quand même deux univers qu'on n'imaginait pas ensemble. On n'imagine pas ensemble, carrément. C'est d'habitude le tour par tour, c'est vraiment un truc sérieux, un peu adulte. On n'ose pas trop donner ça aux joueurs newbies parce qu'on se dit ils vont être paumés. Alors que là, c'est vraiment ouvert. C'est très bien expliqué, c'est très bien fait. Moi, j'ai pas joué hyper longtemps parce que je suis arrivé au premier boss et je coince comme un gros nul. Est-ce qu'il y a une extension Est-ce que par rapport à ce concept de tour par tour, il y a une extension pour jouer en connecté avec d'autres joueurs? Alors, il y a une possibilité de coopération, mais en fait, elle est assez limitée puisque, en fait, vu que tu maîtrises une équipe. Et que tu combats une deuxième équipe, il y a des niveaux où il y a 3 équipes et du coup tu peux filer la manette à un pote et c'est de la bataille à 3 en fait. C'est très limité dans le concept. On est en train de perdre Mathieu. Mathieu il est complètement à l'ouest. J'ai rien compris mais je te fais confiance. Imagine une bataille normale, hein, dans la vraie vie, une bataille comme ça avec tous les matins. 3 camps. Bien sûr. Il y a toi, ton pote et l'ennemi. Jusque là ça va? Moi et mon pote, on est ensemble. Oui, donc c'est pas si tu veux. Ouais. C'est de l'équipe, c'est 1 contre 1 contre 1.
Ah, donc c'est pas vraiment mon pote, alors c'est l'ennemi de mon ami et mon Comme ami. le renard vipère quand on était petit, non? Ouais, voilà. Voilà. Bonne référence. C'est parce que j'ai pas vos références. Imager un petit peu. Donc voilà, Et- tout ça pour dire que Alexandre y a joué un petit peu Moi, j'ai aussi. joué pas longtemps, j'ai joué 1 heure parce que j'ai juste eu le temps de jouer vite fait, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Pareil, le tour par tour, ça, à part Pokémon, ça a tendance un peu à me gonfler. Je pense notamment à Star Wars KOTOR qui m'avait Knight of the Old Republic, Ouais. qui m'avait passablement fait chier. C'était du tour par tour. Ouais, je crois, ouais. Je pense même plus, mais ok. Bref, et pareil, Final Fantasy, j'ai jamais joué parce que ça m'emmerde. Et là, bon, c'est le genre de truc auquel je joue dans mon lit. C'est parce que les personnages sont rigolos. Voilà, Ouais, je pense l'univers que est rigolo. l'univers est Les rigolo, manipulations c'est très sont coloré. simples aussi, c'est vraiment accessible à tout le monde. Par contre, Marc ne jouera pas donc à Mario et les Mignons, qui ne sortira jamais. Ça ne me sortira fera pas, moins donc rire, ça- donc non. Pas de problème. Mais ça c'est quand même une des plus grosses interrogations, c'est comment les mecs n'ont jamais réussi à faire un crossover entre les lapins crétins et les mignons. C'est-à-dire que tu te dis, c'est le même public, c'est fait les du mêmes blagues, spin-off, tu mets là. les deux ensemble, ça, a priori ça explose. Mais Question de Ouais, licence. après c'est peut-être un peu trop similaire en fait, et du coup ça peut, tu vois, ça... Mais donc oui, Un peu donc, trop la en même fait chose. pour revenir à ce qu'on disait, ouais, c'est cool en fait Mario et les lapins crétins. C'est cool, c'est vraiment cool. Parce qu'aujourd'hui on fait des digressions, on Voilà, parle de on sujets, parle- voilà. on parle de c'est du beaucoup de tour choses par aujourd'hui. tour, mais c'est comme Zelda, c'est le concept de la Switch, c'est que c'est du tour par tour pour quelqu'un qui n'a jamais joué au tour Mais ce qui est par dommage, c'est de pas avoir de mode collaboratif où tu joues avec Il des en gens en est, ligne. il en est un, tour. mais Moi j'aime ouais, bien en jouer ligne, tout c'est- seul, donc je m'en fous. Ouais, voilà. Nous on fait partie de ces Voilà. gens qui... voilà, moi je ils joue jouent avec un des peu dans amis, leur coin, moi je comme- joue pas dans mon coin. Mais ouais, Ça me plairait pas. c'est D'accord. vraiment un chouette jeu, et j'ai perdu le fil de ma pensée, donc je te propose que tu enchaînes parce que je sais Mais plus je vais ce que enchaîner dire. avec Bon courage, hein, avec les absolument lapins, je zéro voulais transition. C'est- Mais ouais. on va parler cinéma maintenant, mais du coup on finit sur un jeu vidéo qui est bien. Coloré. Et est-ce qu'on va parler d'un film qui est bien aussi, Estelle? Oui, Non. oui. On Non, va parler de- battez-vous, C'est battez-vous. Kingsman 2. Oh Est-ce là que tu là. peux Ça nous que j'adore. résumer un peu de quoi s'agit-il, ce Kingsman 2? Alors attends, parce que le but est de ne pas spoiler quand même. Le premier. on va C'est essayer, la suite de Kingsman. on va essayer Voilà. d'éviter le piège marketing, parce que le réalisateur Matthew Vaughn gueulait un peu sur le marketing du film qui Ah ouais. a gentiment spoilé quasiment toute l'intrigue. Oui. Donc si on peut éviter dans ce podcast, putain, tous les mois j'y arrive pas, de révéler toute l'intrigue, on peut essayer d'en parler sans... Tous les caméos, tous les rôles secondaires, Ouais, c'est clair. toutes les révélations sont dans la promo. Enfin là, C'est- après- Ouais, ouais. Non, si, il y a un Quand même. caméo qui est sous-entendu dans la promo mais que tu vois pas dans les non, mais bandes. pour, Tu le vois pas, mais pour- Mais on le savait. On le savait, pour- oui. Pardon. mais je vois pas de qui vous parlez. Est-ce que j'ai le droit de spoiler ou pas? Merde. Non, on pense, Les on gens l'ont pense à pas un mec. vu, donc on va attendre qu'ils sortent. Mais juste nous résumer le premier et Bah donc dans le les premier- enjeux de ce deuxième film. Dans le premier, on découvrait Exy, qui n'était pas du tout un Kingsman. Donc les Kingsman sont des agents secrets britanniques. Et en gros, on voyait Exy devenir un Kingsman. Donc il avait été repêché par Colin Firth. Et donc Exy, qui était un peu un mec de banlieue, enfin vraiment pas issu d'une famille aisée. Bon, on peut le dire, c'était un hooligan. Et donc voilà, on le voyait devenir un Kingsman, donc à la fin très chic et tout ça. Et donc ils étaient dans le 1, ils devaient affronter Valentines, qui était joué par Samuel Jackson, un super méchant d'ailleurs, qui était vraiment bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ouais. j'avais vraiment bien aimé ce méchant. Bref, et donc ils réussissent leur mission, tout va bien. Et Colin Firth meurt. Donc Exy prend son nom et va continuer d'être un Kingsman. Donc on le retrouve là dans le 2. Et il va être amené à rencontrer les Statesmen, qui sont l'homologue américain des Kingsman. Voilà, je sais pas si j'en ai trop dit ou pas assez. Non, moi je rajoute. Après avoir fait. Moi, je Bah, le début du film, c'est ils se font latter. Ouais, ils se font latter, et C'est-à-dire parce que mais qu'ils la- parce qu'ils se font l'organisation latter, Kingsman se fait latter. parce qu'ils se font latter, ils se retournent vers le Statesman, les Américains, pour avoir un peu des moyens, rencontrer d'autres gens, et face à une ennemie qui est jouée par Julianne Moore, Qui dirige le cercle d'or. qui dirige le Voilà. Cercle d'Or, qui donne son titre au film, et qui a, on peut le dire, à peu près le même genre d'ambition et de plan que Samuel L. Jackson Ouais, dans dans le le premier volet. Exactement. C'est un petit peu le même genre de délire. Alors, battez-vous. Pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien Kingsman 2? En fait, moi déjà, j'avais pas trop aimé le premier. Ok, Mais- merci, c'était Oui. Alexandre. Salut. Allez, ce salut, micro. je m'en vais. En fait, je trouve que le premier est assez poseur et cool, mais en mode forcé.
Et là, le deuxième, mais c'est 1000 fois, quoi. C'est 1000 fois, genre, regardez comment je suis cool, regardez, vous avez vu, regardez ce plan. Regardez comment je suis cool. Alors, ce que tu décris, c'est Man from Uncle de Guy Ritchie. Non, Man from Uncle, c'est largement mieux que. T'es fou, mec. Man from Uncle, c'est hyper poseur. N'importe quoi, là. J'ai pas vu Man Mais non, il y a vachement plus de classe dans Man from Uncle. Ça part en embrouille. J'ai pas vu Man from Uncle, donc je m'en fous. On va situer les choses. On parle quand même de Kingsman. C'est vachement bien. On parle quand même de Kingsman 1, ou un film où il y a une scène de massacre dans une église sur un des plus grands morceaux de l'histoire, Freebird de Lynyrd Non, moi je suis assez d'accord avec Alexandre. Le premier est assez poseur. La scène de l'église est incroyable, cette réalisation, scène. mais tout le film en fait. En comparaison, je préfère John Wick. Le premier. C'est pas tout à fait la même chose en fait. C'est du gunfight. Non, parce que en fait, ce qui était cool dans Kingsman, et je pense que ce qui a beaucoup plu aux gens, c'est effectivement le principe de revisiter l'univers des James Bond par des hooligans. C'est-à-dire vraiment tu prends la middle class, voire la plus basse classe anglaise, ceux qui sont considérés comme des gros beaufs, etc. Et t'en balances un chez James Bond. Ouais. Et ce qui était kiffant, c'est de voir les mecs qui sont en train de se dire putain, on est dans un James Bond. Et moi, parce que c'est quand même adapté d'une BD de Mark Millar, avec le même réalisateur que le premier Kick-Ass. Et moi, là où Kick-Ass essayait vraiment de te réinventer l'univers du super-héros, mais bêtement, parce que ça changeait rien au final, Kingsman, t'avais vraiment un côté célébration en mode putain, on fait notre James Bond à nous, c'est hyper cool. Et c'est ça qui était frais en fait, c'est de voir un mec qui arrive avec son sweat, sa casquette et qui se retrouve Est-ce que ça marche dans costard, le 2 quoi. Alors, moi je trouve que ce qui marche moins dans le 2, c'est comme pour tout, c'est l'effet de surprise est plus là. Non, mais ça, l'effet de surprise, c'est vraiment un argument pété, parce que, excuse-moi, mais dans Lucie, il y a un effet de surprise, c'est pas pour ça que ça fait un bon film. Non, mais. Parce que dans Star Wars 7, il n'y a pas d'effet de surprise, mais ça vous a plu. Le premier film avait un petit côté renouveau du film d'action, surtout par rapport à James Bond, des genres de trucs-là. C'était très rythmé, il y a des idées de mise en scène. Je trouve ça mieux que les Gardiens de la Galaxie. C'était un peu délirant, il y avait vraiment des choses dans le premier qui sont reprises telles quelles dans le deuxième. Et du coup, moi, j'étais content de les retrouver, mais j'étais plus surpris. Et du coup, je suis un tout petit peu moins enthousiaste sur ce deuxième volet, juste parce que, quelque part, avec tout un tas de guillemets, parce que j'ai quand même bien aimé, c'est un peu le même film. Oui, moi, en fait, il y a tout un paquet de choses qui m'ont dérangé, que je n'ai pas noté, parce que je suis venu complètement à l'arrache. Mais en gros... Non, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes, c'est principalement l'évolution des personnages, notamment celle de Eggsy avec Taron Egerton, si je n'écorche pas son nom, qui joue très très bien, je trouve vraiment excellent. Déjà dans le premier, j'ai trouvé excellent, et là dans le deuxième, je trouve qu'il a pris un peu plus d'assurance, son personnage aussi, mais du coup, je trouve qu'il a quand même pas mal de charisme. Après, je trouve que le film en soi est pas spécialement intéressant, c'est un enchaînement de scènes d'action qui sont improbables et pas... Et cool. Non, bon sang. Non. Si, en fait, elles sont ultra maîtrisées, elles sont ultra rythmées, je suis pas d'accord avec toi du tout. Écoute, je vais dormir, c'est pas possible. Il y a un truc là-dessus. Enfin, moi je trouve que la scène d'intro est absolument monstrueuse. Dans le taxi, montée c'est génial. sur Let's Go Crazy, qui est un super hommage à Prince, et qui pour le coup, pour moi, vraiment la scène d'intro défonce. Par exemple, Baby Driver. C'est vraiment, j'ai vu un mec qui a des idées à chaque plan, quoi. Moi, je suis désolé, je trouve que c'est hyper forcé. Mais pas du tout. Mais non, c'est pour le coup, moi, la comparaison, voilà. Mais en fait, dans l'inventivité formelle, dans l'idée à chaque plan où la caméra suit les chorégraphies, les machins, les trucs, ça m'a fait penser à du Sam Raimi. C'est que vraiment, je trouve que c'est un dynamisme mais hallucinant. Tu te dis putain, mais le gars ne s'arrête jamais, quoi. Et le problème, c'est que je trouve qu'après le film a du mal à renouveler ça et en fait recoupe avec des trucs qu'on a déjà vus, notamment la scène du bar où le mec ferme les portes, et tu te dis ok mec, on l'a déjà vu, à quoi ça sert de la refaire? Ça, ils font un petit twist rigolo, donc c'est assez sympa. Oui, mais la scène en soi reste la même, tu vois, même si la le twist scène à la con. dans le deuxième, c'est plus une vanne, donc du coup. Et le problème, c'est que je trouve que par la suite, mais c'est aussi parce que je trouve que le film est vraiment trop long. Il arrive jamais à renouer avec cette espèce d'énergie folle dans les scènes d'action. Il y en a, tu vois, il y a une scène notamment montée sur Elton John qui me fait plaisir, mais je trouve que en fait tu restes un peu sur ta fin parce qu'elles ont jamais l'énergie furieuse qu'avait la scène de l'église ou même la scène de fin du premier, qui avait vraiment des idées déglingos. Et tu vois le film qui s'empêtre en fait dans sa narration à tiroir. Pour le coup, le film est 10 fois trop long. Et en fait, je trouve que les scènes d'action sont les premières victimes, quoi. C'est que moi, par exemple, le fight final, t'en as plus rien à foutre à ce moment-là. C'est trop long, quoi. Non, il est fou le fight final avec Pedro Pascal là. Ouais, mais t'as ce côté. Alors oui, ok, en termes de caméra et tout, il se lâche. Mais en fait, je trouve que à ce moment-là, t'as l'impression qu'il répète ce qu'il a déjà fait précédemment dans le film. Mais encore mieux. J'ai l'impression que à chaque fois les. Oui et non, parce que ça sent le numérique à donf.
C'est que c'est toujours été un problème chez Matthew Vaughn. Mais c'est dans le premier déjà, c'est ça allait déjà l'intro, mais à la fin, c'est pour citer Clara, c'est un jeu vidéo. J'arrête de cracher et après je drop the mic et je vous laisse crier les louanges. Moi, j'ai un autre vrai problème avec ce film, c'est que c'est moche à crever, quoi. Je suis pas d'accord. C'est pas moche à crever. Ça a des idées, mais ça essuie les plâtres. Tu vois les fonds verts à 1000. Les effets spéciaux sont super moches, les incrustes sont super moches et c'est de pire en pire au fur et à mesure du film. Et puis en plus, la méchante Julianne Moore, je la trouve pas du tout intéressante. Ouais, c'est-à-dire elle est pas traitée. En fait, moi mon problème c'est que en gros, il te la présente direct comme ça, comme si c'était la plus grande méchante. Moi j'étais ok, enfin je sais pas, est-ce qu'on me la présente un petit peu? Et non, elle arrive comme ça, elle fait ok, c'est moi la reine des cartels. Mais voilà. Est-ce que c'est un bon divertissement en fait? Carrément. Ah oui, moi j'ai passé un super moment. Je me suis un peu fait chier moi. En fait, on va laisser Jean-Victor décider. Non, mais en fait, les deux, on est d'accord. Non, mais tu passes pas un mauvais moment, mais moi je trouve que le film a vraiment une demi-heure en trop. C'est-à-dire que ça dure, faut le dire, ça dure 2h20 tu sais quoi. Que Matthew Vaughn, il a un montage de 4 heures. Ouais, de 4 heures. Mais ça sent, parce qu'en plus, en fait, je trouve que le film a un vrai côté frustrant dans le sens où, ok, on reprend les Kingsman, on les connaît, c'est cool, machin. On découvre les fameux Statesman, et en fait, le film, moi je le vois vraiment comme une boutique à bonbons. On te dit, regarde, il y a ça. Genre, il y a Channing Tatum en cowboy, tu fais, oh putain. Ouais, j'avoue, j'ai kiffé. Le mec, il a un tout petit rôle dans le film. Tu le vois à 5 minutes à tout péter. Moi j'y allais pour. À la base, tu me dis Channing Tatum en cowboy qui défonce des gueules. Déjà tu dis je prends ma place, tu vois. Oui, voilà, mais encore plus là. Et en fait, tous les nouveaux éléments qui sont super excitants sur le papier, que ce soit Channing Tatum, que ce soit Jeff Bridges, que ce même un caméo musical qu'on ne va pas révéler. Tout ça, c'est hyper excitant et je trouve qu'en fait, le film les exploite pas tellement. Par exemple, la base de la méchante. Quand il te l'expose, quand tu la vois pour la première fois, donc ce truc dans le volcan et tout, moi je pétais un câble, je me dis mais il y a tellement de trucs à faire là-dedans, c'est génial. Et quand tu vois la scène de fin dedans, t'es en mode ah bah en fait les décors ils s'en servent pas. C'est-à-dire que ok, bah, tu vois qu'ils sont là-dedans, mais on te présente plein de petites boutiques avec chacune un univers machin, tu te dis ok. Non, ça c'est juste pour te donner une idée de la personnalité de... Ouais, mais il y avait un truc à exploiter dans l'action, tu vois. Surtout qu'ils te présentent, ok, donc t'as le salon de coiffure, tu dis, à un moment ils vont s'en servir, ils vont trouver une idée à la con. Le seul truc qu'ils utilisent c'est le bowling, et encore c'est pour pas grand chose. Mais il y a des idées d'univers qui sont vraiment géniales, super excitantes, et je trouve que le film s'en sert juste comme un décor basique. Ça pourrait se passer dans un hangar, ce serait pareil. Après ça, c'est peut-être dans le montage de 4 heures. Hein. C'est le problème. Enfin, mais bon, du coup, allez-y crier vos louanges. Non, mais puisqu'on est chez la méchante, est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'elle m'a complètement frustrée, quoi. Je suis déçue de cette méchante. Enfin, j'ai rien du tout contre Julianne Moore. Au contraire, je trouve qu'elle est très bonne en général. Mais là, en fait, passer après Samuel L. Jackson, en fait, ils avaient mis la barre trop haut. Bah attends, c'était Samuel L. Jackson qui zozote. Mais ouais, et qui, enfin, je sais pas. Et ça, c'est la classe. Et burger, il est habillé. Et sa bras droit qui, du coup, avait des jambes en forme de. Ouais, c'était fou, tout ça, c'était fou. Oui, mais par exemple, la Sofia Boutella qui avait des jambes lames dans le premier, c'est repris littéralement dans le second où c'est un mec qui a un bras mécanique qui balance avec un câble. En moins bien. Mais en fait, il y a vraiment cet aspect-là avec le plan de la méchante et avec son sidekick où tu revois le premier. Tu te dis ok, en fait je l'ai déjà vu différemment, mais son plan est quand même quasiment semblable, son bras droit est quasiment semblable, et t'as envie de dire mec, on n'est pas non plus aveugle, tu vois, on a vu tout ça quoi. Mais du coup toi Estelle, t'as préféré le deuxième ou tu préfères le premier? J'ai pas préféré le deuxième parce que le premier m'avait vraiment mis une claque, enfin franchement j'ai été surprise. On parlait de l'effet de surprise tout à l'heure, mais c'était la cerise vraiment sur le gâteau, c'était fou. Le premier était d'après moi presque parfait. Là, étant donné que la méchante m'a vraiment déçue et que globalement le schéma du film est pareil que le premier, voilà, c'est un petit peu moins bien, mais je me suis tout autant éclatée. Ça m'a fait plaisir de retrouver Eggsy qui est 12 fois plus charismatique, enfin son personnage en tout cas est 12 fois plus charismatique, comme tu le disais tout à l'heure. Et non, franchement, je me suis. Les 2h20, tu les vois un petit peu passer, mais. Un petit peu quand même, ouais! Ouais, mais ça va. Et franchement, c'est tellement inventif, c'est tellement fou. Il y a des gadgets partout, tout le temps, et le réalisateur les utilise à fond, et il force, et il va jusqu'au bout, tu vois. C'est peut-être des fois trop, mais ça rend des trucs géniaux. C'est là où le film est effectivement cool, c'est que dans sa réelle, et moi je trouve vraiment la première demi-heure vraiment incroyable pour le coup, c'est qu'effectivement, le gars, il a une idée à la seconde.
Et c'est un film qui est ultra inventif, ne serait-ce que aussi dans sa mise en scène, il y a des transitions par exemple que tu vois pas venir, etc. C'est frais, ça fait du bien comparé à d'autres. Et c'est frais en fait, ouais. C'est que pour un blockbuster, c'est dans la saison actuelle, le mec a tout compris quoi. Vu on s'est quand même un petit peu ennuyé cet été, on s'est un peu fait chier, tu peux le dire. Est-ce que ce film-là est pas quand même une petite sucrerie de je suis carrément pour ça en fait. Je pense que par rapport aux attentes qu'on pouvait en avoir, c'est un peu décevant. C'est sympa, hein, tu passes un mais moment. Il faut être critique. Hein. Bah, surtout que, franchement, moi, j'ai pas trop aimé le premier. Le trailer là, j'avais grave envie. Ok, il y avait Channing Tatum, donc dès qu'il y a un film avec Channing Tatum, j'ai super envie de le voir. De base, oui. Mais là, du coup, il y a quand même quelque chose, c'est que ça m'a très donné envie de voir la suite. De voir le 3. Très donné. Non mais il y a ça aussi qui est chiant, c'est le côté tu vois par exemple Channing Tatum, c'est vous voulez le voir, venez voir le 3. Putain, je suis venu voir le 2, j'en ai rien à cirer du 3. Fais-moi d'abord le 2 correctement. En fait, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il fasse un spin-off sur les Statesman, ça me ferait marrer. Et il en parle. Il a parlé de. Mais il en parle. OK. Faudrait qu'il fasse une trilogie et qu'il la fasse bien pour le 3e. Ouais. Ça c'est le risque aussi. Et ça pas en est du film, ça se voit en fait. C'est vraiment les défauts d'une œuvre, d'une mythologie moderne, d'une mythologie qui se veut trop grande déjà pour elle et qui n'arrive pas à faire des bons deuxièmes. Mais ça se sent dans le deuxième. Même si ça m'a passablement ennuyé, je trouve ça quand même plus intéressant dans la matière de construire sa mythologie qu'un John Wick 2 par exemple que j'ai trouvé passablement foiré. Oui mais parce que là t'as des nouveaux trucs. John Wick, c'est John Wick 2 ça te reprenait tous les trucs du premier et ça te les faisait en x2 mais t'y croyais plus. Que là, effectivement, les Statesman, tu t'y attends pas, ça grossait aussi le truc. Et puis, il y a quand même, on n'en a pas parlé, mais il y a un des trucs, je pense, qui était super intéressant dans le premier Kingsman et qui est encore là, c'est le côté sale gosse. C'est que c'est un film de sale gosse. Ouais. Et de la même manière que Matthew Vaughn et Mark Millar. Ouais, mais on parle quand même d'un blockbuster à je sais pas combien de patates, si tu veux, qui va être vu par des millions de gens. Et de la même manière que le premier, ça butait à tort et à travers, ça tirait à bout portant dans la tête et voilà. Et ça finissait avec une princesse. Voilà, je n'en dis pas plus. Le 2, t'as notamment une scène à Glastonbury, on n'en dira pas plus, où déjà, oui, t'as ce côté célébration de l'Angleterre profonde, parce que Glastonbury, c'est un truc très populaire là-bas. T'as quand même ce côté, on est des punks et on vous emmerde quoi. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était moins sanglant que le premier. Alors je sais pas, je me suis. C'est moins sanglant que le premier, mais c'est un peu limite sur des trucs quoi. Il y a certains trucs où tu grinces des dents, tu te dis ouais les gars, c'est pas gênant, c'est pas sale visuellement. Oui. Tu sais à quoi mais on te le suggère. Typiquement Glastonbury, la fin de Glastonbury, voilà quoi. Mais Glastonbury, tu te dis ils vont pas le faire. Oh putain ils le font. Puis bien tu vois. Il y a des trucs comme ça et même tout le film est une espèce de métaphore sur Trump et oui, sur la fin. C'est même pas une métaphore. Ouais, mais ça c'est cool. Une métaphore. C'est une métaphore, bâtard. Le mec est en train de se transformer en Kingsman. Mais d'ailleurs, en parlant de métaphore, c'est complètement. Enfin, tu vois que le mec il est vénère et qu'il voulait Hillary Clinton et. Ouais, mais ça c'est bien, tu vois. Ils ont vraiment charger la mule là-dessus et y aller comme des bœufs. Mine de rien, devant un gros blockbuster, ça fait plaisir. Donc c'est du moins de 12 quoi. Non. Je sais pas si ça va être. En France, je suis pas la sûr. question se pose vraiment. Tu sais. Je crois que Hit est moins de 12 alors que c'est super violent. Mother, je crois qu'il est moins de 12. Bon, ça veut plus rien dire en France aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, quand on parle de sale gosse, mais on digresse aussi, mais du coup, Mark Millar a vendu tout son catalogue d'œuvres à Netflix. Donc, à voir ce que Netflix va faire de ses. Sachant que pour le coup, Mark Millar, je crois qu'il a pas du tout participé à cette suite aussi. Bon, après apparemment la BD Kingsman de base n'était pas bien. Voilà, c'était déjà pas bien. Et je crois que c'était déjà plutôt éloigné du premier film. Oui. Donc du coup là, ils partent un peu dans leur délire et le troisième n'aura plus aucun rapport. Et voilà, Mark Millar il donne le nom dans cette histoire. Est-ce qu'on conseille donc aux gens d'aller voir Kingsman ? Oui. Bah oui, c'est pas avec des. Ça va quoi. On a vu pire cet été. C'est vrai qu'au niveau blockbuster, je pense que c'est le meilleur de cet été. C'est l'auteur de La planète des singes, Baby Driver, La planète des singes. La planète des singes largement dessus. Mais en termes de budget, c'est un gros divertissement vraiment cool. Voilà, c'est un film de dimanche soir. Non, abuse pas. Les jours gris arrivent, allez voir Kingsman. Ça, non, on va dire ça remplit son cahier des charges. Pas à fond, mais ça le remplit. Ouais, ça le remplit très bien. Puis il y a Channing Tatum, donc bon, même si c'est que 10 minutes. Ouais, mais il y a Logan Lucky bientôt où tu le vois plus. Bon, bref, on s'en fout. On en reparlera le mois prochain. Il n'y a pas Channing Tatum dans le prochain sujet. Et heureusement. Attention, il a sorti les rames. Non, parce que là, je vais ramer parce que c'est un type de sujet qu'on aborde assez rarement ici, qui est une série documentaire.
En plus, c'est toi. Qui est une série documentaire avec un sujet assez grave. Alors, il y a deux mecs qui viennent de poser leur micro en mode c'est bon, la guerre du Vietnam, et la moitié de la salle qui se vide, ça fait plaisir. Non, moi je reste avec toi. La série Vietnam sur Arte, qui est une série en 9 épisodes de 52 minutes, 55-57 minutes, qui est une série documentaire de Carl Burns et Nick Novick, son pote, je crois, c'est Lynn Novick, pardon, qui est une série documentaire extrêmement détaillée du coup, puisqu'ils ont eu plus de 9 heures, et je crois qu'il y a même une version beaucoup plus longue, qui retrace toutes les raisons de cette guerre, tous les faits et toutes les conséquences de cette guerre, aussi bien dans le monde qu'aux États-Unis. Et si vous êtes un brin attiré par l'histoire et par ce qui s'est passé à cette période-là, c'est extrêmement intéressant même, de savoir finalement pourquoi il y a eu la guerre du Vietnam, tout ce qui s'y est déroulé, tous les protagonistes. Parce que du coup, toute la série retranscrit la chronologie exacte de la guerre. Ah oui, non, mais le premier épisode, ça débute en 45 avec les Français en Indochine, puisque l'Indochine était l'ancien Vietnam. Et donc du coup, ça explique par exemple comment en 45 les Français, donc nous-mêmes, avons renvoyé des troupes en Indochine alors qu'on était à peine libérés chez nous. Donc la série commence sur ce point-là, et ensuite comment les Américains en fait, pour lutter, sur l'excuse de lutter contre le communisme à cette période-là, puisque c'était quand même une grande période, ont aidé les Français, et puis les Français ont dû partir parce que les Vietnamiens ne désiraient plus les avoir chez eux, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, les Américains sont restés, et puis ont fait grandir leur présence sur place jusqu'à être du coup une force militaire en lutte contre le Vietnam du Nord, etc. Et ça a déroulé sur les années 60 où il y a eu tous les grands faits de la guerre du Vietnam et les contestations dans le pays aux États-Unis. Et c'est vachement intéressant en fait de voir d'une part cet échiquier de faits sur près de 30 ans, enfin sur plus de 30 ans d'ailleurs, qui ont provoqué toute cette guerre et qui quelque part, on pourrait faire le même documentaire sur beaucoup de conflits et de faits d'aujourd'hui. Ce serait. En fait, dans la formule, ça me fait penser à Apocalypse. Ouais. Ce qu'il y avait eu sur France 2 avec Hitler, machin, etc. Mais du coup, on comprend qu'une guerre, c'est pas juste 6 ans ou 7 ans de conflit. C'est juste qu'il y a des raisons, il y a des raisons larvées qui datent de décisions prises 20 ans avant. Et ce documentaire a la force de détailler avec précision chaque chose. C'est-à-dire que là, j'en suis au 4e épisode sur 9. Diffusé sur Arte, et littéralement on me raconte chaque bataille de la guerre du Vietnam, donc on pourra être assez saoulé, mais en fait c'est fascinant c'est fascinant et en même temps c'est terrible parce que du coup le documentaire a des images d'archives hyper pointues. C'est que d'archives, il n'y a pas de reconstitution. Non, c'est que de l'archive. Alors il y a 2-3 images, ils ont été filmés 2-3 paysages, etc. Mais il y a des archives, c'est même des discussions entre le président et président américain et ses conseillers, quoi. Entre Lyndon Johnson qui appelle son ministre de la Défense pour dire ouais, de toute façon on est foutu, mais bon. Et dans les médias qui dit non mais tout va bien. Machin. Et donc là il y a une voix off qui est Peter Coyote aux États-Unis et qui chez nous est une voix off assez connue. J'ai plus le nom en tête. Mais c'est fascinant d'avoir cette œuvre sur 9 épisodes qui permet de bien connaître en fait ce conflit-là, quoi. Et je pense que c'est important aujourd'hui, face au capharnaüm de la télévision et de la télévision française aussi, d'aller vers les programmes de qualité. Ça, c'est un beau programme de qualité pour apprendre une page d'histoire importante. Non, puis il faut saluer le travail d'Arte parce que c'est diffusé, je crois que c'est en cours de diffusion aux États-Unis, et en fait c'est sur PBS aux États-Unis. Ils ont adapté quasiment en temps réel le documentaire à la France. Et Carl Burns qui est un documentariste assez reconnu. Et c'est accessible en plus, je crois, en replay pendant super longtemps. Jusqu'au 20 octobre, je crois, sur un mois. Donc voilà, donc vous avez le temps de vous cogner les vidéos. Moi j'ai le temps de finir. La diffusion est toujours en cours ou tout est terminé et on peut tout mater d'un coup? Non, tout est en replay là. Ok. Donc tout est en replay, il n'y a aucune excuse pour pas le mater à part avoir du temps. Sachant que la musique est signée en plus par... Je te tourne le micro, mec. Trent Reznor et Atticus Ross. C'est ça, Nine Inch Nails. Ah ok. Qui après leur travail la musique Fincher, est orchestrée par ces deux messieurs de haute qualité qui s'empêchent pas non plus de reprendre tous les tubes de l'époque. Donc on retrouve toutes les chansons folk, pop, rock, Dylan, Johnny Cash, tout ce que tu veux. D'ailleurs le premier épisode commence par ça. Hein, donc d'entrée tu te dis bon, on va se manger du Vietnam. Est-ce qu'il y a Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival? Je l'ai pas encore eu, mais j'ai pas fini la série. C'est pas ça. Mais j'avoue que après c'est une série qui du coup essaye de fabriquer quelque chose sur la durée, donc c'est pas juste un documentaire plan-plan. Il y a sur 2-3 épisodes on suit des personnes, parce que c'est des personnes qui ont réellement existé. Mais du coup on découvre machin qui a grandi dans le Wyoming, qui dès tout petit a été fasciné par la guerre et qui veut s'engager à 17 ans, etc. Et donc on le suit sur plusieurs épisodes pour savoir ce qui s'est passé. Y compris le fait qu'il est, quand il arrive au Vietnam, il a commencé par réparer des armes. Donc en fait, on découvre qu'il n'y a pas que des soldats
Ce qui est fascinant, c'est ça, c'est qu'on découvre qu'il n'y a pas que les soldats au conflit. En fait, entre deux batailles, les contingents américains restaient à pas à s'ennuyer, mais à rester dans une espèce de climat très étrange. Des interviews actuelles, je veux dire il y a des interviews récentes de gens qui ont participé au conflit, que ce soit du côté Pentagone, sur le terrain, etc. Je me posais beaucoup de questions sur les dates de ces interviews parce que c'est plutôt des hommes plutôt, il y a 2-3 femmes, mais c'est plutôt des hommes qui ont dans la cinquantaine, soixantaine, et je me dis que c'est peut-être des interviews qui ont 10-15 ans quand même. Parce que là les combattants du Vietnam commencent à avoir 70 ans, donc on commence à plus en avoir autant qu'avant, mais c'est surtout les images d'archives sont d'une qualité extraordinaire. Il y a des images sur place, il y a même des images, alors, Ho Chi Minh qui était le Vietnam Nord et les Viet Cong Vietnam Sud quand le pays a été divisé pendant quelques années, on a des images d'archives de ces troupes là qui étaient plutôt des soldats cachés dans la forêt, et on a quand même des images et des vidéos de ces gens-là qui s'entraînaient ou qui reconstruisaient des routes, etc. Il y a un travail d'archives qui est phénoménal, et autant sonore que visuel d'ailleurs. Et puis de restauration, j'imagine. Et après, il y a ce travail de très étrange où, par exemple, dans le deuxième épisode qui se passe quand même dans les années 50, brusquement, il y a un témoignage d'Américains dans les années 60. Parce qu'à un moment, la voix off aborde un sujet genre la discrimination raciale, et hop, on nous fait un contre-pied avec la discrimination raciale aux États-Unis quelques années plus tard. Donc des fois, ils font des décrochages un peu, c'est assez étrange, mais ça se tient. Sur la durée, c'est hyper riche et c'est hyper documenté, donc c'est ça qui fait la qualité de ce programme. Il faut la diffuser dans toutes les bonnes écoles au lieu des manuels chiants. On mettra les liens en description. Comme d'habitude. Évidemment. Mais renseignez-vous, je ne vais pas faire la pub de Arte plus 7, mais c'est une chaîne de replay où il y a également le portrait de... C'est Alan Moore. Oui, ils ont fait une série de mini-documentaires qui du coup est plus court et pour la sortie de Jérusalem. C'est du 9 fois 5 minutes, je crois. Ouais. Jérusalem dont on parlera dans 10 ans quand on l'aura lu. Quand on l'aura lu, parce qu'on a un peu peur d'avoir des cerveaux complètement fondus. Et foncé sur ce mini portrait par bride de 5 minutes sur l'auteur, sa ville et sa vision de l'Angleterre. Ouais, ils sont allés faire une série d'interviews avec Alan Moore chez lui à Northampton, et j'ai pas tout vu, mais les premiers épisodes qui sont très courts sont hyper intéressants parce que le mec est ouf. C'est des brides de pensée en fait, mais et parce que c'est quand même la meilleure chaîne de France. On peut le dire, parce qu'ils ont le courage d'aller faire des trucs comme ça plutôt que de faire de la télé-réalité. Absolument. Chaîne franco-allemande. Donc on regarde pas assez Arte. Il faut encourager Arte parce que c'est vraiment une super chaîne, même si tout le monde pense que c'est une chaîne relou. Non, mais ils passent tout le temps des vieux films, passent tout le temps des trucs super cool. Ils ont fait un beau virage depuis quelques années quand même. Bah déjà, ils ont tout leur contenu en ligne, que ce soit avec Arte Créative, notamment Beats, ou là, j'ai revu parce que j'ai fait la nuit Nana Irland, mais ils avaient fait une série documentaire avec Nana Irland qui s'appelait Nanaroscope, où ils faisaient un focus sur que des gros nanars, et leur mission était vachement bien. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment compris comment continuer un programme télévisuel de qualité et comment aussi l'offrir sur des plateformes diverses en ligne, quoi. Arte Créative, Arte, etc. Donc vive Arte, pas vive le Vietnam à l'époque. Vive la France, vive l'art. Trop, non. Enfin, pas vive la France. Justement, le documentaire est assez critique sur la France, les États-Unis, les pays occidentaux par rapport à tout ce qui se passait dans cette période-là, et ça permet de prendre du recul aussi. C'était la petite note grave de l'émission. La petite note histoire, merci. Et Mathieu. on va passer sur une note finale qui est une note musicale, avec Alexandre qui va nous parler du dernier album de Star Sailor. Exactement. Alors en fait, Star Sailor, moi c'est un groupe. Alors déjà c'est un groupe assez qui ancien existe depuis les années 2000. Exactement. Depuis la création. Non mais moi j'écoutais ça à la fac. De Kyo. T'avais des cheveux. Il a pas répondu. On avait dit pas de Private Joe. Oui, bon, sur les cheveux, on a le droit. Et tout à fait, j'écoutais Star Sailor à la même époque que Kyo, effectivement. Donc, c'est un groupe qui existe quand même depuis les années 2000, que moi j'ai découvert personnellement en première partie du U2 en 2005. Donc, ça fait un petit moment quand même. Je les ai vus 2 fois en concert entre 2005 et 2007. Quoi ? Non, je suis en train pardon de t'interrompre, mais j'étais en train de me souvenir qu'on les avait vus ensemble en première partie du tout à fait. 2005. J'étais là. C'est beau, vous faites des choses ensemble. Voilà. Oui, il paraît. Frères et tout, c'est incroyable. Et en fait, Star Sailor, c'est un groupe que vous connaissez au moins pour une chanson qui a cartonné. Tu veux la chanter? Fall to the floor, our shore, never seen clear. Tu connais? Voilà.
Mais attends, on peut préciser un truc, c'est que les gens connaissent le remix. Et voilà, en fait c'est un remix, c'est pas la version originale, c'est un très bon remix ceci étant. Et donc en fait tout le monde connaît cette chanson qui a cartonné dans les chaînes de clips. Une de leurs chansons avait aussi illustré la bande-annonce de la 25e heure de Spike Lee. Je crois. Voilà, donc pour tous les cinéphiles de 2002, c'est possible. Vous êtes dans la place. Et donc du coup, alors attends, je reprends mes petites notes parce que je suis quand même venu... Voilà. T'as préparé ton sujet. Exactement. Incroyable. Alors, je me rends compte que j'ai préparé le sujet mais que j'ai pas noté le titre de l'album. Donc en fait, Starsailor, ils viennent de sortir un album en début de mois qui s'appelle All This Life. Alors c'est le 5e album du groupe anglais. C'est quand même... je reprends mes notes, pardon. Ils ont fait 4 excellents albums et en fait surtout ils ont fait une pause entre 2009 et 2017. Donc ça fait presque 10 ans qu'on n'a pas eu un album de Starsailor. Parce que le chanteur Parce que le chanteur solo, a en fait fait. 2 albums solo qui sont plutôt sympathiques et de la folk. C'est gentil. Comment il s'appelle? James Walsh. Ok. W-A-L-S-H. Et c'est de la folk sympathique. Ça révolutionne pas le genre, mais c'est plutôt sympa. À écouter en soirée avec des copains. Exactement, c'est le genre de truc que tu mets en fond quand t'es en soirée. Comme tout ce qu'on... Et toutes donc, les musiques dont on parle. Donc ils reviennent après cette carrière solo. C'est de la pop rock classique mais efficace, c'est vraiment du pur Starsailor pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont écouté les 4 précédents excellents albums dont je recommande fortement, surtout celui en 2009, il est vraiment très 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 bien. Et donc celui-ci est mieux que les autres? Alors celui-ci, disons qu'on perd l'effet de surprise. Moi je me suis dit... encore Putain, je me suis dit... On est en 2017, ils vont revenir peut-être avec un truc un peu plus dance. Je m'attendais à un truc un petit peu plus dance et c'est pas du tout le cas, c'est de la pop rock ultra classique. Donc ça s'écoute, moi je trouve l'album très bien, mais il n'y a pas de... Disons qu'ils auraient pu sortir l'album 2 ans après celui de 2009, ça aurait été exactement la même chose. Après il y a des morceaux que je trouve vraiment très très bons, notamment le premier qui s'appelle Listen to Your Heart, le premier de l'album. C'est beau. Que vous avez écouté. Quel romantique. Ouais, moi j'ai bien aimé Take Your Little Time. Elle est trop bien. C'est sympa. Ouais. Parce que Mathieu n'a pas Je fais mes écouté devoirs, par moi. exemple. Et pour le coup, j'ai beaucoup écouté le groupe dans les années 80, dans les années 2000. Dans les années 80. non. Voilà. Non, mais je me remettais en arrière un peu. Non, mais j'ai pas encore écouté le dernier. On a quand même d'excellents morceaux donc qui aussi entre le gros rock et les morceaux un petit peu plus doux, notamment No One Else que je trouve très très beau, très belle. Un morceau très beau. Un morceau beau. Voilà, peu importe. Je trouve la première partie de l'album excellente, je trouve que la deuxième est un petit peu moins bonne. On va en gros en décrescendo. C'est difficile ce soir. Vraiment désolé. Oh la vache. Ça m'a un peu fait penser à du bon Keane. Ah, voilà la comparaison. Putain. Keane, mais qui se souvient de Keane? Bah, Ils font moi, encore j'en des ai trucs. Non, mais tu peux pas. Ils Starsailor, c'est totalement autre chose. Ils font C'est encore la des folk trucs. américaine. C'est Non, la mais folk du bon américaine. Keane. Ah, puis Keane, c'est pas Il y a dégueu. une ambiance. C'est un peu gnaigné, mais c'est rigolo. Cela dit, à propos de Gnagné, moi j'ai écouté un peu les paroles là. J'ai écouté que la première partie du disque parce que je l'ai fait au travail et j'ai été interrompu par du travail, donc j'ai pas pu finir. J'ai pas pu finir parce qu'il fallait que je bosse. Il fallait que je bosse. Et t'as trouvé ça niais? Non, musicalement j'ai trouvé ça cool. Ça était rythmé, voilà, c'était plutôt plaisant, ça m'a plu. Par contre, au niveau paroles, c'est hyper cheesy quoi. Ouais, enfin, excuse-moi, si on parle de la dernière chanson de U2, c'est pas bien non plus. Hein. Oui, enfin, Blackout. Une excuse rien. on verra quand l'album sera sorti, mais ouais, voilà. Ah non, mais il a raison, c'est cheesy. Notamment une chanson Ça où me dérange pas forcément, mais là. Ça me dérange pas. Hein. le refrain dit Nothing is impossible when you can fuck it all. Donc le mec est punk mais en même temps est romantique. C'est une chanson toute douce d'ailleurs en plus. Oui. Et non, moi je trouve que c'est un album qui s'écoute, j'écoute avec grand plaisir, je trouve ça plutôt cool. Moi qui aime beaucoup Starsailor, je les ai pas perdus. Après c'est vrai que j'aurais bien aimé un petit peu de renouveau. Je sais que toi Jean-Victor tu les as écoutés. Ouais. ouais, moi le problème trop c'est ton que jeu, c'est j'étais comme toi, enfin comme beaucoup de gens je connaissais Four to the Floor. Mais tu fais pas bien de me poser la question parce que moi je me suis emmerdé comme un rat mort en écoutant et pourtant j'ai écouté 2 fois. En fait c'est horrible ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression d'avoir, quand j'ai lancé l'album j'ai l'impression d'avoir mis RTL 2. C'est un peu de ça, hein, oui. Dans le sens où j'avais de la pop rock mielleuse et où je ne retiens rien. C'est-à-dire que je trouve, en fait, le meilleur moment de l'album, c'est horrible, mais à un moment, j'ai mis sur Spotify l'album machin, tu vois, ça passe. Et à un moment, je fais, oh putain, cette chanson elle est bien. C'était une chanson de l'album d'après, tu vois. Et là, je fais, ah merde. Et en fait, je trouve que, enfin, je parle encore une fois que du dernier album.
Je trouve que c'est un groupe qui a rien de mémorable. Je trouve qu'il y a les musiciens jouent pas particulièrement bien ou ont pas particulièrement un style, si tu veux, une signature sonore, et le mec a pas non plus une voix qu'on retient en fait. Et tu vois, moi ça m'a fait penser à d'autres groupes qui sont comparables dans le son, mais où à chaque fois ils ont le truc qui permet de. Par exemple, Editors, qui est un groupe qui a fait des très mauvais albums en plus, mais que j'adore. Et Editors, ils ont un chanteur de ouf. Le mec a une voix à tomber par terre. Moi je trouve qu'il a une voix très reconnaissable, justement, James Whale. Oui, mais si tu veux, il a la voix du chanteur pop, du chanteur pop anglais. C'est-à-dire que c'est un mélange entre Richard Ashcroft. Ashcroft, ouais. Ashcroft, entre très bien Richard Ashcroft. Non mais c'est un sous Richard Ashcroft. C'est un sous mec des Verves quoi. C'est un sous Gallagher, tu vois, et c'est pas comme. Non, mais c'est sûr que c'est pas Oasis, c'est pas un truc qui va renouveler non plus, mais je trouve que ça s'écoute bien quoi, ça s'écoute bien. Toi tu l'as écouté ou t'es fait chier aussi? Franchement j'ai écouté les 3/4 de l'album 2 fois, mais j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Okay. Parce qu'au bout d'un moment ça m'ennuie. Donc c'était le podcast où on peut dire que tout ce qu'on a vu et écouté c'était... Merci d'avoir passé une heure et demie avec nous. Tu vois, c'est vraiment le genre de choses que t'entends partout, tout le temps. C'est pas nouveau quoi. Ouais, t'as pas la mélodie qui t'accroche, t'as pas le... Je sais pas si vous connaissez le groupe français Isaac Delusion. Pas du tout. De nom. Oui, je connais ça me bien, fait penser à ça, sauf que dans Isaac Delusion, le chanteur a vraiment une voix particulière. Et pour le coup, j'ai Dostar Sailor que je connaissais pas, à part la musique dont tu parlais tout à l'heure. Bah voilà, j'ai pas retrouvé de patte vraiment. J'ai l'impression d'écouter pour la énième fois un truc. Ah, mais il y a tellement de groupes dans ce registre-là que... Ouais, c'est ça, c'est peut-être le problème aussi. Après, Isaac on sait qu'en ce moment t'es fan de Taylor Swift, donc forcément écouter un groupe avec une basse, une batterie... C'est pas juste en ce moment. D'ailleurs, on est presque étonné de pas avoir fini le podcast sur cet album. On en parlera quand elle aura sorti son prochain album, j'en parlerai avec plaisir. Elle a pas sorti mais du coup, non. Vu les premiers singles, c'est peut-être pas la peine. Non, mais Star Sailor, c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé. Et en fait, surtout, il passe au Bataclan en novembre à Paris, et c'est 35 €. Donc, les places sont en vente, il en reste, c'est le Et on rappelle donc qu'Alexandre touche une commission sur chaque chose. J'aimerais bien. Non mais est-ce qu'on te croisera là, Alexandre? Je sais pas, c'est pas sûr encore, j'attends de voir. Tu vas tous nous inviter d'ailleurs. Ouais, c'est ça, bien sûr, ok. J'ai tenté. Mais toi, t'as bien aimé, Marc? Moi, j'ai bien aimé, et typiquement, c'est le genre de groupe que j'irais bien voir pour 30 balles sur scène, en buvant des bières. Pas plus. Ouais, pas plus, donc pourquoi pas. Très bien. Voilà, c'était le... Donc on finira gentiment en musique. On vous rappelle que donc en plus Star Sailor, non mais c'est vraiment c'était un très bon groupe. On ira écouter si c'est toujours le cas. On fait un petit rappel de ce qu'on s'est dit dans cette émission, qui était une émission assez courte. Qui était une émission quand même douce amère. Hein. On a quand même défoncé la moitié dont on a parlé. Vous sentez l'effet de rentrée. On réinvitera Estelle pour des trucs plus fun parce que là vraiment on est passé pour des dépressions. Il y a que 2 sujets négatifs aussi. C'est la rentrée. C'est la rentrée, ouais, période triste. Non, c'était déjà la rentrée le mois dernier. Réécoutez aussi les émissions précédentes, on était quelquefois un peu plus enthousiastes sur certains sujets. Et donc du coup, au final, résumé, Mathieu. On va résumer, mais l'étrange festival c'était quand même vachement bien. Ça c'était vachement bien, ouais. Et donc vous pouvez rattraper certains films. Profitez de l'édition prochaine, profitez aussi du festival de films coréens qui arrive et qui à chaque fois au mois d'octobre au Publicis Cinéma sur les Champs-Élysées. A un programme assez chargé chaque année. Très pointu, ouais. Et mérite d'être mieux, plus vu. Plus vu, et puis si vous voulez continuer, il y a aussi le PIF, le Paris International Fantastic Film Festival, Indeed. Qui aura lieu au Max Linder fin novembre et qui a un programme sympa. Voilà, si vous avez du temps, allez voir l'exposition Caro Jeunet, mais ne mobilisez pas beaucoup. Revoyez les films plutôt, sauf Alien Résurrection. Moi je serais assez... non mais comme j'aime beaucoup leurs univers à ces deux auteurs, je dirais allez-y, mais ça vous prendra 30 minutes entre le café et le dessert. Ouais, et 10 €. Et 10 €. 10 €, enfin ouais, voilà. Superman, American Alien. Plutôt oui en fait. Hein. C'est pas un gros oui. Le mec a changé d'avis durant l'émission quand même. Tu m'as convaincu. Non, franchement, ça a l'air d'être sympa. Non mais c'est une bonne disponible chez Urban Comics. C'est une introduction plutôt correcte. Voilà, c'était pas à moins d'être un gros fan de comics et d'en lire tout le temps. Voilà, si vous lisez des BD de temps en temps, jetez un œil. Voilà. Nestor Burma. C'est un non. C'est plutôt, c'est pas une grande innovation. C'est le non-conseil de l'émission. Ouais. Il y a d'autres bandes dessinées sur lesquelles se Quand jeter. on a créé le podcast, on n'a jamais dit qu'on avait le droit de dire oui à tout. Hein. Voilà, c'était la morale d'Alexandre Loss. Guild Wars 2 en mode jeu vidéo, c'est plutôt. Si vous voulez un MMORPG avec des copains, c'est gratuit, et si vous voulez continuer, des extensions super. Voilà, Mario et les lapins crétins, ça a l'air d'être assez fun. Ouais, c'est cool. Allez-y. Si vous avez une Switch, ça vous fera marrer.
C'est que sur Switch d'ailleurs. Et si vous passez le premier boss, dites comment à Marc. C'est ça, parce que je suis en galère. Twitter, cloneweb.net, n'hésitez pas, il y a un forum aussi. La sortie Cinoche de la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, alors on enregistre, c'est Kingsman 2. The Golden Circle. Qui a l'air assez rigolo, mais si. Ouais, on va dire aux gens d'y aller, allez-y, c'est bien. Faut y aller en se déconnectant un peu. Très bien. C'est pas aussi bien que le premier, mais c'est sympa. Allez-y. Pour le coup, l'excellente série documentaire Vietnam sur Arte, faut se la manger, mais c'est hyper intéressant. Et ensuite, on finit et on va se mettre un peu de musique pour parler de Star Sailor. Exactement. On vous embrasse. On vous rappelle qu'il y a un questionnaire en ligne qui traîne du côté de CloneWeb pour vous aider à améliorer un peu ce podcast. N'hésitez pas à faire part de vos retours. N'hésitez pas, aussi, à commenter, à venir nous gratifier, nous insulter, à partager l'émission, à communiquer autour. Peut-être que si vous êtes le chanteur de Star Sailor, vous allez adorer ce qu'on écoute. Non, mais on voulait remercier Olivier Mine qui nous a cité. Exactement. C'est le début de la gloire. Et on n'avait pas suite à l'intervention de Thomas Détouche. Et on embrasse Jonathan Barré qui nous suit avec attention. Et ben voilà. Et bisous, célébrité. On remercie Estelle. On remercie Estelle qu'on peut retrouver sur le blog Silence Moteur Action. Exactement. Voilà. À très bientôt sur les internets. Salut. Ciao. Listen to your heart. Listen to your heart.